Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Et me voilà de retour. Ça fait vraiment super plaisir de retour parmi vous. Après cette petite pause là, c'était un peu long, mais voilà, je suis bien content d'être de retour aux manettes. Par contre, j'ai un peu oublié, j'avoue, le concept même de Comics Outcast. Du coup, c'est quoi déjà ? Moi, je dirais que c'est un peu un podcast en mode ASMR, tu vois, avec des belles voix, une belle qualité sonore, où finalement, en fait, on lit les comics un peu à voix haute, on décrit chaque case amoureusement. Tu décrirais comment, toi, Ben ? Moi je pense que c'est surtout une bande de copains, de copines, on est là pour se retrouver, évidemment, on se donne rendez-vous à une certaine heure, personne n'est là à l'heure, on est tous en retard, on n'a pas bouffé donc il faut quand même se restaurer, personne ne veut manger la même chose, personne sait quoi commander, ensuite évidemment la blague d'intro n'est pas prête, et puis même quand elle est prête elle est dégueulasse, c'est faux. Et puis si on a 2-3 minutes qui restent, on parle de BD. Ça me rappelle un truc, ouais. N'importe quoi les gars, quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Comics Outcast, c'est un podcast sur l'univers des comics qui dure 1 heure. Elle fout. Bouya ! Je déclare un bouya. Il déclare le bouya ouvert et effectif et présent. Et enregistré. Et enregistré cette fois. Eh bien, bienvenue à tous dans ce 167e épisode de Comics Outcast, l'émission du vaisseau Hypersensas dédiée aux comic books et à leurs univers. De retour ce soir, après une petite pause pour ma part, pour vous raconter nos dernières lectures, nos coups de cœur, dresser une liste exhaustive des théories existantes autour de nos séries préférées, comme Winter Soldier and the Falcon. Voilà, j'ai piffé le nom. Snowpiercer aussi, on adore. Exactement, on adore. Enfin voilà, vraiment tout un tas de séries qui ont animé nos confinements. Et voilà, et comme le disait Ben, surtout un moment pour partager de l'amour entre nous, tout simplement. Sans plus attendre, je vais vous présenter qui m'accompagne ce soir aux manettes de ces débats enflammés. Oui, qui ? Jungle is Massive. Grande conteuse du vaisseau et maîtresse des choix cornéliens, elle vous attend chaque jour à la fameuse bibliothèque du vaisseau, une tisane dans la main gauche, une aubergine dans l'autre. C'est Lulu. Bonsoir. Comment tu vas, Lulu ? Écoute, ça va pas mal. Est-ce que tu lis des trucs, toi, en ce moment ? Oui, je me suis replongée dans Sandman, dans la perspective de préparer longtemps un focus peut-être sur le fameux jour de la série. Ouais, le jour où on fera Sandman, quoi. Un jour qui fera date. C'est vrai. Voilà. Et est-ce que tu es venu avec quelque chose dans tes bagages pour nous ce soir ? Que du vent. Que du vent ? Ok, donc la meuf ne respecte plus rien. Que du vent pour lui. Il revient tout juste du sous-sol, là où se trouve le compacteur de déchets du vaisseau, mais déjà prêt à repartir au Holo Gymnase surveiller le tournoi de Digifoot auquel participe sa progéniture. C'est Grégo. J'avoue, je le reconnais, je plaide coupable. Je présente mes excuses à tous les auditeurs pour la qualité médiocre des enregistrements précédents. C'était dû à une petite erreur de paramétrage. qui ne nous a pas sauté aux oreilles pour des raisons techniques qui n'intéressent personne. Comment tu vas, à part ça ? Eh bien, écoute, ça va, voilà. Ça va. Je me contenterai d'un ça va. Est-ce que tu arrives à lire des choses entre 2 allers-retours à la déchetterie ? Le panneau de la déchetterie, essentiellement. et c'est à peu près tout ce que je lis en ce moment. J'essaie de désapprendre à lire. C'est pas évident. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'en suis à 3 lettres là, que j'ai désappris. Du coup, je peux pas te dire lesquelles. Mais il y a encore des mots que j'arrive à lire, donc je continue là-dessus, quoi. Ben écoute, bon courage pour ce travail de déconstruction que la Terre entière t'envie. Est-ce que tu vas nous parler de quelque chose ce soir ? Je suppose que oui, donc je vais le dire autrement. Tu nous parles de quoi, toi, ce soir ? Alors, je cherche un bon mot depuis tout à l'heure pour surfer un petit peu sur celui de Lulu. Malheureusement, je n'ai rien, donc je vais vous parler de
Post-apocalypse, voilà, c'est triste. Et merde. Ouais. Et encore, Et voilà. putain de merde. Le mot est. Tu vas parler de tripaille, quoi, surtout. Ah, j'avoue. De tripaille. Ouais, beaucoup de tripaille. Mi-homme, mi-Niola, pilier Oui. du ludodrome, concepteur d'énigmes, de rébus, de jaquettes, de logos, de jeux de société, d'essence de bonheur en somme. Il est ambassadeur à mi-temps pour les pailles d'or de Lu. C'est Ben. Bonsoir. C'est une Très présentation déçu de- très axée sur très l'actualité. Très déçu Oui. de ce sondage sur les pailles d'or, mais on en reparlera plus tard. On en reparlera quand les esprits se seront un petit peu calmés. Ils se seront calmés un petit peu. Bon, bref. Mais ça va très bien, écoutez. Cool. Euh, Tu lis des trucs toi en ce moment? Ouais, j'ai plongé, sauté sur Beta Rebuild, une mini-série de Daniel Warren Johnson qu'on aime beaucoup dans Comics Outcast, sur le pote cheval cyborg de Thor. Qui est assez méconnu finalement, enfin les aficionados connaissent bien. Cyborg, mais- cheval? Ouais, il est voilà, et puis il a été Warzy, donc toi, Odin lui a fait un marteau à son pour lui, toi, tu vois. Qui est Pour moi, d'ailleurs c'était dans une sorte de Sympa, crevette géante, un peu comme Ah non, Bulba. non, c'est totalement un cheval squelette. Tu sais, il a un peu une tête de carcasse de cheval et puis il est un peu cyborg. Ok. Et d'ailleurs, son marteau qui s'appelle Stormbreaker est dans le MCU pour zéro raison, mais normalement, il existe dans le MCU puisqu'on a vu une statue de lui. Enfin, bon, Dans bref. Ragnarok. Et du coup, c'est vachement bien, c'est hyper bien, c'est très mélancolique. Ça parle de l'acceptation de son physique notamment et d'être méritant ou pas. C'est hyper bien. D'être méritant, c'est D'être important. Warzy, ouais, mais je sais pas, méritant c'est nul alors que Warzy c'est toujours un peu bien. Je voulais le caler sur le prochain épisode. Je sais pas si tu pourras le caler parce qu'il y a que 2 épisodes de sortie pour l'instant, mon petit. Exactement. Enfin, ton prochain Comics Outcast peut-être, mais on le fera ensemble du coup, puisque j'ai envie Oui. d'en parler également et j'ai envie d'être toujours avec toi. Voilà. Tellement de bromance. En focus ce soir, Jack Kirby, The Epic Life of the King of Comics de Tom Scioli, je sais pas comment ça se dit exactement. Et enfin, en hors les bulles, on vous parlera de la série Jupiter Événement. Legacy, et la série Événement, adaptée du comics de Mark Millar et de Frank Quitely, que l'on retrouve actuellement sur Netflix. Eh bien, écoutez, Quel programme. sans plus en dire et sans transition, Comics Outcast 167, c'est parti. Gorge. Bruit de chat, très bien. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les reviews. Les reviews, c'est ce moment où chaque chroniqueuse arrive avec son comics choisi avec amour ou avec le plus grand des hasards. Yael en a lu les 3 premiers chapitres et Yael nous apporte son avis sur le récit, sur le dessin, sur tout ça, quoi. Ce soir, on va commencer par Ben, Oh qui putain. a choisi Batman, Creator of the Night de Kurt Absolument. Busiek et John Paul Leon. C'est Absolument. édité chez DC, j'imagine. Est-ce que c'est Ainsi Black que Label ou Urban. pas? Non, c'est pas Black Label, ça date d'avant le. Si, c'est peut-être Black Label. Si, c'est peut-être Black Label, t'as raison. Si, si. Alors, ok. Et c'est chez Urban Comics en français. C'est pas tout nouveau, mais j'ai un peu tristement surfé sur l'actualité pour avoir l'occasion de le lire parce que ça fait très longtemps que pour zéro raison, je repousse la lecture de ce truc. Je voulais l'acheter d'abord en issue, puis j'ai dit non, j'attendrai le TPB parce que c'est très très beau. Ouais. Et l'artiste John Paul Leon est mort la semaine dernière, si je dis pas de conneries, d'un cancer, malheureusement, beaucoup trop tôt dans sa vie. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de parler de cette BD que tout le monde encense. Et je n'ai pas été déçu. C'est un énième Batman. Alors, effectivement, c'est facile de dire, on n'a pas fait trop de trucs post-apo, mais bon, on fait un Batman par Comics Outcast. mais, on est quand même dans un truc qui a sa propre identité, qui a ses propres idées, tout en surfant sur la mythologie bien connue du croisé capé, comme on dit, Cape Crusader. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'est pas dans le monde de DC Comics, dans Earth 1 ou Earth 2 ou quelque part. On est dans possiblement notre monde. En tout cas, je vais croire que c'est notre monde, puisque notre héros est fan de Batman. Il s'appelle Bruce Wainwright. Et il est fan de Batman qui n'existe qu'en comics. C'est pour ça que je me dis qu'on est dans notre monde à nous, en tout cas un monde réaliste approchant. Et ce jeune garçon qui habite à Boston
et non pas à Gotham City, puisque ça n'existe pas, est un immense fan de Batman, donc je l'ai dit, il lit beaucoup de comics, il est un peu dans sa bulle, mais c'est un enfant plutôt sage, il a des parents qui l'aiment, et il a un oncle qui s'appelle Alton Fredericks Jepson, mais plus court c'est Alfred évidemment, donc c'est un petit clin d'œil, il va y en avoir tout au long de ce comics, mais c'est pas juste des easter eggs gratos, il y a un sens à tout ça. Et un soir où ils rentrent de je ne sais plus où, tous les trois, pas avec Alfred mais les parents et le jeune Bruce, ils ont été cambriolés et les malfrats sont toujours sur place. Donc c'est horrible. Les parents vont évidemment passer à la casserole puisqu'on va essayer de défendre leur enfant et de chasser les brigands, mais ils vont se faire tirer dessus de façon assez crade. Va être le seul rescapé, le jeune Bruce, qui lui va être dans le coma pendant plusieurs mois. Et un truc à noter, je vais essayer de pas trop spoiler, parce que il y a quand même, moi j'étais très très heureux de découvrir plein de choses et de m'être surpris alors que j'estime connaître, pas connaître très bien le personnage, mais en tout cas j'ai lu beaucoup de trucs Batman, donc je m'attends toujours à ce qu'il y ait des redondances et de me dire oui bon ça d'accord, et en fait j'ai été surpris à plein d'égards, donc j'essaye de pas trop spoiler. La seule chose à dire sur sa période dans le coma, parce que c'est que quelques cases, c'est que il va entendre une voix, il va sentir une présence dans son inconscient qui va lui dire que tout va bien, qu'il est sain et sauf et que ça va aller. Il se réveille, donc je l'ai dit, plusieurs mois plus tard, et donc ses parents évidemment ont déjà été enterrés, il y a déjà eu les funérailles, etc., qu'il a loupé parce que il fallait bien les enterrer. Du coup il lui manque un petit bout de deuil, il va un peu être forcé de faire son deuil un peu comme il peut. Son oncle Alfred, qui l'aime beaucoup et est assez distant pour plein de raisons, que lui ne comprend pas encore quand il est jeune comme ça. Il pense juste qu'il est rejeté, et vu qu'il a plus rien, il a plus de maison, il a plus de famille, ils se sont complètement délaissés. Il va être placé parce que ses parents avaient quand même mis un peu d'argent de côté. Alors ils n'étaient pas milliardaires comme les parents de Bruce Wayne, mais ils avaient mis un peu d'argent de côté, et Alfred veille au grain, et du coup il va être placé dans une académie assez haut de gamme, où il va apprendre plein de choses. Il va apprendre la politesse, la bienséance, évidemment il va se cultiver à fond, il va voyager également, il va faire plein de choses. Oui pardon, j'ai oublié de parler d'un autre personnage très important. Quand il s'est réveillé à l'hôpital en sortant de son coma, encore petit clin d'œil, l'agent Gordon est à son chevet pour un peu savoir comment il va et prendre sa déposition. En fait il s'appelle Hoover Gordon. Gordon Hoover, pardon, son prénom c'est Gordon. Il y a plein de petits tricks comme ça de prénoms et de noms qui rappellent des personnages bien connus. Et en fait, ce qui va se passer avec ce jeune Bruce, c'est que déjà il est très énervé, il est très en colère. Il voit beaucoup de psys qui sont là pour l'aider, mais en fait personne ne le comprend. Il se sent totalement perdu. Et il a un objectif en tête, c'est de trouver qui a tué ses parents. Il veut rendre justice. J'essaye de faire des raccourcis vraiment pour pas spoiler. Et un beau jour, lui qui arrête pas de dire dans sa tête si Batman était là, ça serait pas passé comme ça. Si Batman était là, le monde serait bien meilleur et tout ça serait bien plus juste. Et un beau jour, une entité sortie d'on ne sait où, qui ressemble un petit peu à Batman, mais en beaucoup plus animal, beaucoup plus primal. C'est vraiment même le visage, on a l'impression que c'est une chauve-souris géante, mais humanoïde. C'est un homme chauve-souris vraiment au sens premier du terme, qui est tout le temps dessiné dans la pénombre. Je reviendrai sur l'artistique après, mais qui est tout le temps dessiné dans la pénombre avec des yeux rouges et tout, et qui est très fantomatique, quoi. Va se mettre à défoncer les malfrats de Boston, ceux qui le méritent selon la justice de chacun. Et le jeune Bruce va commencer à se dire mais c'est pas possible, c'est pas réel, qu'est-ce qui se passe? Même les gens de Boston vont se dire c'est pas possible, ça peut pas exister. Les gens qui arrivent les témoins de ça, des attaques sur les malfrats, personne ne les croit parce que c'est totalement fantastique. Et va se créer une relation entre cette créature et le jeune Bruce. Va se créer une relation, je vais pas dire fusionnelle parce que c'est un peu bizarre, mais en tout cas mental, psychique, émotionnel. Il va trouver dans cette créature à travers de... Alors, comment je dis cette phrase? À travers de qui? Non. Ok, je sais pas. Il voit à travers les yeux de la créature, en fait. En gros, il a des connaissances qu'il devrait pas avoir sur ce que fait la créature, sur ce que voit la créature, sur les actions, sur les vengeances, etc. Et du coup, il va penser que cette créature est la clé de cette vengeance et de rendre le monde plus juste et en tout cas moins injuste. Et il va essayer de retrouver les meurtriers de ses parents via cette entité fantasmagorique. Ça c'est plutôt au début parce que le comics en fait donc je l'ai pas dit, c'est sur 4 issues, c'est des issues qui sont assez balèzes.
on va voir Bruce grandir. C'est pas forcément une issue, une époque temporelle, hein, c'est un peu étalé. On va le voir grandir, on va le voir s'émanciper un petit peu, le voir aller un petit peu mieux. Il va plus trop voir les psys parce que il s'en fout un peu, ils le comprennent pas. Il essaye de travailler avec cette créature pour rendre Boston et le monde plus clean. Et voilà, on va voir qu'il va devenir un homme. Alors évidemment, c'est calqué sur l'émancipation de Bruce Wayne dans Batman, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout les mêmes. Enfin, pas du tout. Il y a beaucoup de différences, en tout cas, sur le contexte et sur les moyens qu'il avait, etc. Donc ça, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard avec mes camarades. Donc voilà, qui est cette créature ? Parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont retrouver le meurtrier de ses parents ? Est-ce c'est une créature qui a un bon fond, ou est-ce que c'est juste une machine à tuer ? Est-ce que Bruce est heureux vraiment, ou est-ce qu'il se voile la face ? Est-ce qu'il est privilégié, ou est-ce que ce qui lui arrive, c'est dû à son travail, ou est-ce qu'il a une bonne étoile ? Enfin voilà, il y a plein de questions comme ça qui se posent. On va avoir à la fois un genre de shonen dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un enfant, enfin en tout cas oui, un enfant qui grandit et qui devient un homme. On va avoir une enquête criminelle, on va dire, sur ce qui se passe dans Boston et les organisations, etc. Et puis on va avoir cette relation fantastique entre ces deux entités, agrémentée par plein d'autres personnages. Il y a des personnages dont j'ai même pas parlé qui font des clins d'œil aussi aux comics. Et j'ai trouvé ça très très puissant. L'artistique est évidemment y est pour beaucoup, parce que l'histoire est cool, c'est malin, les dialogues sont bien, les persos sont intéressants. Alors j'ai parlé de clin d'œil, ça peut peut-être être vu comme gadgets, mais pas du tout. C'est pour ça que je dis que c'était plus que des easter eggs. C'est vraiment des références à la mythologie de Batman et de la Bat Family, etc. Qui ont toujours... c'est à la fois rigolo quand tu vois, ok, son oncle il s'appelle pas vraiment Alfred, mais quand tu fusionnes il s'appelle Alfred. Mais il y a quand même un truc derrière, c'est pas gratos. Et puis il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une... Alors il y a une double narration, des fois c'est triple, il y a d'autres narrateurs parfois, mais surtout Alfred et Bruce qui ont chacun leur narration avec leur bulle, leur case de leur couleur à eux, et ils vont analyser les événements de façon différente, sous un regard différent évidemment. Notamment, je le disais tout à l'heure, quand Bruce il était jeune, il disait ouais, Alfred il s'en fout de moi, et puis quand tu vois les mêmes événements du côté d'Alfred, tu vois qu'il s'en fout vraiment pas de lui, mais bon, ils se comprennent pas. Donc voilà, il y a un truc un peu comme ça aussi, on avance sous différents regards. Donc voilà, peut-être je parlerai des dessins un petit peu après mes camarades, mais c'est un très très gros coup de cœur, et je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de le lire. Ça s'entend que tu as aimé ce titre. Est-ce que c'est le cas également de Grégo ? Alors, excusez-moi, je vais prendre la parole. Voilà, je prends la parole, c'est parti. Est-ce que c'est un coup de cœur ? Pas de mon côté, en tout cas. Et ce, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est d'une, je n'ai pas de cœur. Deux, Batman, c'est pas forcément mon univers favori. J'ai jamais réussi vraiment à adhérer. J'ai lu des bonnes choses, mais j'ai jamais trouvé ce personnage intéressant. Cela dit, l'exercice de la revisite de toute la mythologie de Batman est hyper intéressant, et ça m'a beaucoup rappelé finalement Superman Secret Identity qu'on avait chroniqué il y a quelques épisodes. Et là, en fait, je viens de mind blow en allant vérifier. C'est Kurt Busiek aussi qui est l'auteur. Et donc, c'est exactement le même procédé que Superman Secret Identity. Voilà, pour moi, ça, c'est de la fainéantise. Un bon arnaqueur. Non, mais en gros, il va restituer la mythologie des deux super-héros dans un univers réel. Et à partir d'un personnage qui ressemble énormément à ce personnage fictif. Et puis à chaque fois il va tisser, il va un petit peu reparcourir finalement la vie du personnage, je vais dire réel, qui va finalement se conforter un petit peu à celle du personnage issu de la fiction. Voilà. C'était pas déplaisant, c'était assez beau, mais moi j'ai pas forcément accroché à tel point que j'ai lu que la première issue, parce que ouais, mais je vais vous dire pourquoi. Et laissez-moi m'expliquer s'il vous plaît. Je sais pas. D'une, j'ai pas de cœur. Je te jette des cailloux. De deux, quand je suis arrivé à la fin de la première issue, je me suis dit je l'ai acheté en tome en fait. Je l'ai acheté en édition les 4 issues d'un coup sur Comixology. Oui. Et du coup, quand je suis arrivé à la fin du premier arc, je me suis dit, waouh, j'ai lu beaucoup, j'ai sûrement dépassé les 3 premières issues. Et ben non, voilà, c'est des très grosses issues, quoi. Et et donc, c'est ça ton argument ? Voilà, c'est mon argument. C'est pas vraiment un argument, c'est plutôt une excuse foireuse, tu vois.
Oui, c'est ça. Mais tu l'assumes et ça, c'est beau. Mais pour les auditeurs, sachez qu'il y avait énormément de lectures pour cette émission et qu'à un moment, il a fallu faire des choix et trancher dans le budget temps. sûr. Et j'ai choisi de ne lire que cet issue, et c'est peut-être pas anodin, c'est probablement le titre auquel moi, en tout cas, j'ai le moins accroché. Oui, t'as préféré présenter ta merde. Oh non. Oh là là là, ça Ouais, se c'est bagarre faux. déjà et Eh ça ben, spoil un petit peu. J'aurais des choses à dire. Oui, bien sûr. Mais Euh, c'est pas mauvais, hein. Au contraire, il y a plein de bonnes choses. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais le fait que je sois pas allé plus loin que cette première issue ouais, très c'est longue, symptomatique. voilà, C'est symptomatique. ça témoigne que ça se quelque note. part j'ai accroché relativement. Après, on peut rappeler à nos auditeurs que parfois nous ne sommes pas tout à fait objectifs de par la nature de l'exercice de la préparation d'une émission qui génère énormément de lectures et qui compare des titres qui ne sont pas toujours comparables. Et parfois, un livre nous tombe peut-être un peu plus vite des mains que Voilà. prévu. On est comme nos sens exacerbés. Et voilà, et parfois ça ajoute un petit biais à la lecture. Est-ce que toi, Lulu, tu as ressenti quelque chose de l'ordre de l'expérience de Benjamin ou plutôt du Grégory. feeling de Grégory? Alors, c'est plutôt de Benjamin. Allez. Ouais, c'est pas étonnant. Donc moi, c'est un comics que j'avais, en fait, que j'ai lu il y a quelques années. C'est un des premiers comics de Batman que j'ai lu, tout comme le bien. Superman Identité Secrète, c'était le premier Superman que j'ai lu. On me les avait conseillés dans mon comic book shop à Philadelphie. C'était recommandé pour la newbie que j'étais. Et ça m'avait vachement plu à l'époque. Et là, donc, sachant que on allait chroniquer ça ce soir, je suis allée acheter la version noir et blanc d'Urban. Il paraît qu'elle est magnifique. qui est absolument splendide. Elle est très très belle, ouais. C'est un grand format avec l'édition noir et blanc. C'est du papier très épais. Enfin, c'est vraiment très agréable à manipuler. Et voilà. Et donc je l'ai relu. Et c'est vraiment un super comic. C'est un bon point d'entrée dans du Batman vu que c'est une histoire qui se tient toute seule. L'atmosphère désespérée, moi, je l'ai trouvé vraiment très bien gérée. J'ai eu beaucoup d'empathie pour le personnage, même si il est en fait assez complexe et en grandissant, on voit que sa psyché a été complètement traumatisée en fait par la perte de ses parents. Et qui s'enferme un peu dès son plus jeune âge dans cette obsession pour Batman, et que consciemment ou inconsciemment il fait des choix de vie qui l'amènent à avoir une vie semblable à celle de Bruce Wayne, jusqu'à par exemple racheter une compagnie parce que elle s'appelle Pennyworth comme Alfred dans DC Comics. Donc ça, j'ai trouvé ça, mais c'est ce qui est très fort aussi dans Superman Identité Secrète, c'est le traitement de la psychologie du personnage, et on retrouve tout à fait ça ici, et c'est vraiment vraiment bien. Enfin voilà, du point de vue de l'écriture, c'est top. Et le choix de quelquefois alterner entre les points de vue, c'est hyper intéressant, très efficace. Et puis visuellement c'est splendide, d'autant plus donc cette version noir et blanc qui est voilà assez balèze, et avec des planches magnifiques, et le design de cette créature de la nuit justement qui est pas tout à fait Batman, c'est fou quoi. Enfin, John Paul Leon, là, il a eu un coup de génie. Il a réussi à redéfinir la silhouette de Batman en la rendant plus inquiétante, plus proche du vampire même presque. Tout à fait d'accord. Et ouais. Non, vraiment très chouette. Je pense que c'est un comics qui se conseille assez facilement à des gens qui savent pas trop justement quoi lire dans Batman, parce que c'est difficile de se lancer dans un run. Voilà. Faut pas être un fan du coup de Batman pour lire ça. Non.
Bon, Non, enfin, faut juste savoir si, que mais- l'origine story, quoi. Genre, ses parents sont morts et après il est orphelin. Ses parents sont morts. ouais, enfin bon, tout le monde, tout le monde sait ça a priori, quoi. Ça va, quoi. Crime Alley, on en a soupé. Je rajouterais juste sur le design, ouais, donc je suis totalement d'accord avec ce que dit Lulu, même si moi j'ai lu la version couleur, qui est magnifique également. Et c'est aussi John Paul Leon qui a fait les couleurs, d'ailleurs. Ah bah écoutez, quel homme. Moi je compare un peu à des gars comme Chris Samney ou George Fornes, je sais pas si on avait déjà chroniqué un truc de ce gars-là, qui sont des... Ou même Sean Phillips, tu vois, sur les trucs de criminal, etc. C'est des gars qui sont... Enfin, c'est un trait qui est réaliste, mais je sais pas si minimaliste c'est vraiment le bon mot, mais en gros il n'y a pas un trait en trop, c'est vraiment il y a que le minimum syndical, j'allais dire, pour qu'on comprenne le dessin et qu'on chope l'émotion. Il joue avec les contrastes, il y a des jeux de lumière qui sont complètement dingues. Il n'y a pas un trait en trop, mais il y a une intro en trait, par contre. Oh, bibi, bou, C'est le titre de bibi, bou. l'épisode, c'est pour ça. Ah, je sais pas, il y aura peut-être d'autres trucs. Oui, effectivement, voilà, j'ai trouvé, au-delà du design pur de cette créature, il y a tout ce côté... c'est assez poétique. Enfin, c'est à la fois poétique, par exemple, quand elle se manifeste devant Bruce. Est un genre de mélange entre des milliers de chauves-souris, des feuilles d'automne, ce genre de petites choses. Ouais. Et à la fois, quand il défonce les ennemis, il est flippant, quoi. C'est un film d'horreur quasiment, quoi, tu vois. Donc il arrive à vraiment danser avec ces deux aspects-là. Et comme l'a dit Lulu, je suis entièrement d'accord, il y a un genre de tristesse de toute la BD, hein. C'est-à-dire que même les moments où ils peuvent être un peu rigolos, enfin pas rigolos, mais plutôt être en train de sourire ou dans des moments joyeux, il y a toujours une tristesse un petit peu latente qui est due à la fois à l'écriture et au design, ouais. Ah, puis c'est l'extrême solitude du personnage, quoi. Ouais, complètement. Parce que même quand il essaye de s'en sortir, effectivement, il se sent toujours un peu seul, il cherche un sens à sa vie, etc. Et c'est vrai qu'il est un peu torturé entre il faut que j'avance dans ma vie et que je grandisse parce que je suis un peu obligé, et puis dans les comics c'est un peu mieux, quoi. Donc comment on peut faire, enfin voilà, c'est... Ouais, et puis donc il voit cette créature, mais il peut en parler à personne parce que tout le monde le prendrait pour un fou et... Exactement, mais il tente plein de trucs, tu vois, on n'a pas spoilé, mais il tente plein de trucs, tu le vois. En fait, c'est pour ça que je parlais d'enquête, et d'ailleurs j'ai dit enquête criminelle, mais c'est pas que, c'est une enquête aussi un peu initiatique où il va mener sa propre enquête, parce qu'au début c'est un gamin, après c'est vraiment juste un ado. Il a des moyens, mais c'est que ça reste quand même un très jeune garçon, et du coup il va faire avec ses moyens à lui, quoi. Donc voilà, c'est très très poétique et très... Eh bien très beau. écoutez, vous m'avez saucé. Comme Allez. on dit, comme disent les jeunes, et si je comprends bien, on passe d'un Bruce tout sain à un Bruce tout puissant. Oh là 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 là, c'est trop long pour un titre, mais moi je mettrais... Bruce Toussaint est sauf. Allez, c'est le titre de l'épisode, c'est bon. Allez, eh bien merci beaucoup Ben pour cette présentation de Batman supplie. Creator of the Night, que donc on trouve dans différentes éditions, chez différents éditeurs, à différents prix. On enchaîne tout de Assez suite rush, avec quand même. Oh, dis donc. assez rush. Ah, le film sur la Formule 1 là. Rush Grégo, Hour. qui va nous parler d'un comic book, Délicieux. figurez-vous, qui s'appelle Post Americana, Oui. écrit par le créateur de Maestro, à fait. avec le co-créateur de Wisted on Guard, et un mec aux couleurs qui n'est ni plus ni moins que Dave Stewart. à fait. Et c'est chez Image Comics. Grégo, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Post Americana? Alors, Post Americana, c'est un peu un coup de poker en fait. Je parcourais un petit peu la liste des sorties et ce titre n'a pas été sans interpeller mon regard, je dirais. Pour plusieurs raisons. Déjà, Post Americana, j'ai eu des vieilles vibes de... Comment ça s'appelait ce titre, United States of Hysteria, je Ouais, crois, il y a quelques exactement. années. Une purge. Comics. Voilà, et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Attention, il y a peut-être une purge potentielle à aller voir. J'ai feuilleté, et je dois dire que j'ai été un petit peu inquiet, un petit peu dérangé par les premières planches. Circonspect. Voilà, circonspect face aux premières planches. On peut évoquer effectivement sur le Slack, quelques heures après que tu aies choisi ton comics, un petit « Oh putain les mecs, je suis pas sûr ». Parce que sur les premières planches, on a un usage et peut-être un abusage aussi de techniques de copier-coller dans une grande scène d'ensemble afin de multiplier un arsenal militaire, voilà, sur une grosse vue d'ensemble. Donc, j'étais pas super convaincu. J'ai un peu feuilleté et au fur et à mesure de mon feuilletage, donc,
tout doucement, tranquillement, j'ai commencé à changer d'avis et je me suis dit, finalement, ces dessins qui me faisaient un peu peur au début, finalement, il y a un vrai style derrière et finalement, c'est pas si mal et surtout, c'est très détaillé. En fait, il y avait finalement un vrai travail derrière et une vraie identité forte. Là où vraiment au début, j'étais pas sûr du tout. Donc c'est parti, j'ai retenu ce titre. De quoi nous parle Post Americana ? C'est vrai ça, de quoi nous parle Post Americana ? Eh bien, Ouais, Post Americana, ça vient de post, du latin post-apocalyptum, qui veut dire post-apocalyptique, et Americana, du grec americanos, qui veut dire États-Unis. Donc on se situe, comme énormément de comics, dans une Amérique post-apocalyptique. Quelle est la particularité de cet apocalypse-là ? Il est le suivant, il existe au sein d'une montagne perdue un refuge appelé la bulle, The Bubble en VO, au sein duquel était censé venir se réfugier en cas d'apocalypse toute la sphère dirigeante des États-Unis ainsi que l'élite un peu du pays. Cette bubble dispose des moyens de reconstruire l'Amérique après l'apocalypse. Le jour de l'apocalypse est venu, la grande mort comme ils l'appellent, et malheureusement, tout le corps exécutif n'a pas pu rejoindre ce refuge. Seule une poignée de one percenters, donc d'élite bourgeoise, de membres d'un pourcenteur, voilà exactement le mot français du latin, un pourcentum, et a pu arriver finalement à cette destination. Et quand ils ont eu le moyen de reconstruire un petit peu l'Amérique, ils se sont dit mais finalement on est bien là dans notre petite bubble parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a une petite rivière, un petit lac, des piscines, tout le confort moderne, une technologie d'impression 3D qui leur permet d'imprimer des véhicules, des armes, etc. Donc ils se sont dit mais on va rien construire du tout, on est très bien là, on va rester confort pendant que le monde va crever dehors. Voilà, c'était un peu le plot. Quelques années plus tard, se retrouve au sein de cette bulle un président des États-Unis autoproclamé qui a décidé qu'il était temps de mettre en place le vrai but de cette bulle, à savoir reconquérir les États-Unis, les reconstruire. Comment font les États-Unis pour aider à la reconstruction d'un pays ? Ils vont d'abord le vitrifier à l'aide d'un arsenal militaire outrancier. Donc c'est ces fameux plans du début où on voit le président des États-Unis tenir un discours extrêmement belliqueux sur fond de milliers de véhicules de combat. C'est sans compter au sein de cette bulle d'un petit groupe de résistants qui refusent cette logique et cette politique guerrière et qui en fait vont commettre un attentat, piéger un petit peu le président et surtout faire en sorte de faire s'effondrer une partie de la bulle sur l'arsenal militaire. Parmi ce groupe de résistants, on va avoir deux personnages, Mike et Dominique, qui vont parvenir à s'enfuir dans le but d'aller un petit peu prévenir le monde extérieur. Attention, le président des États-Unis va revenir raser vos villages. Et malheureusement, ils vont finir par s'écraser parce que leur vélo aura été touché. Donc les deux personnages, je ne sais plus si je les ai nommés, il y a Mike et Dominique. Oui, tu as dit, ouais. Donc ils vont sortir, ils vont tomber tout de suite sur ce que je qualifierais de poules radioactives peut-être. Des poules complètement déplumées et du coup ils vont se dire ouais super, déjà on sait ce qu'on va pouvoir manger, il y a des poules. Et c'est à ce moment-là que les poules vont bouffer Dominique complètement, vont l'éventrer. Donc là Dominique meurt, donc on se dit bon ok, il reste plus qu'un héros. Et c'est là où Mike, du coup le survivant, va être abordé par, je dirais, ce qu'on pourrait qualifier d'une tribu. Et alors les tribus de ce qui s'appelle le Westland, c'est un croisement entre Idiocratie un peu et Ken le survivant, dans le genre de un petit peu d'ambiance. C'est des sortes de psychopathes qui se laissent gouverner par les plus violents d'entre eux. Et donc Mike va présenter un peu son histoire, va essayer de prévenir cette tribu, va dire attention, les États-Unis arrivent et ils vont vous botter le cul. Je sais plus trop comment vont réagir le chef. Je crois qu'ils vont se dire bon bah tu nous intéresses plus, maintenant on va te tuer, ton histoire est cool mais maintenant on va te tuer. Et c'est là que apparaît
finalement la vraie héroïne de l'histoire. Enfin, en réalité, elle est apparue un peu plus tôt, mais dans l'histoire qui nous intéresse, c'est là qu'elle intervient. Puisque y a une femme dans cette tribu qui vient en fait d'arriver et qui va sauver Mike en descendant de façon ultra violente absolument l'ensemble de la tribu. Et ça va être le début de leur aventure. Et j'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures et des heures. Demain matin. Voilà, ce qu'il faut savoir, on apprendra plus tard que l'héroïne, donc Caroline, a un passif avec les États-Unis et qu'elle est en quête de vengeance et de vengeance si possible ultra violente. Et on apprendra plein d'autres choses dans les issues suivantes. Pour résumer, je suis parti extrêmement dubitatif. J'ai eu l'impression de lire quelque chose qu'on avait déjà lu et chroniqué des dizaines de fois dans Comics Outcast. Et petit à petit, je me suis un peu laissé entraîner dans un univers assez généreux, assez riche, dans une histoire que j'ai trouvée assez bien racontée, avec une personnage surtout intéressante. Et finalement, les dessins qui m'ont pas mal rebuté au début, j'ai fini par vraiment les apprécier. Donc il y a un tout sur le grotesque de l'univers, l'ultra-violence et la trame de fond qui font que j'ai plutôt adhéré à ce projet qui est Post-Americana. Et je vais lire la suite avec intérêt. Et je serais bien curieux de savoir ce qu'en ont pensé mes petits camarades. C'est vrai que moi-même, je me pose la question et je me disais il n'y a pas plus tard que 3 minutes, mais qu'en penserait Lulu de ce comics ? Écoute, au début, j'ai partagé un petit peu l'approche dubitative qui avait été un petit peu insufflée par Grégo. Et en plus, j'étais pas trop dans le mood de voir autant de tripes, de cervelles explosées, de violence en tout genre. Pas trop charcuterie. Violence, non, là, j'ai pas trop envie. Y compris violence psychologique. Il y a de la torture, des têtes en décomposition couvertes d'asticots, du cannibalisme, zéro pitié pour personne. Les personnages, donc comme a dit Grégo, au début on a l'impression qu'on a un duo de personnages principaux et puis en fait il y en a un des deux qui se fait direct descendre. Mangé par des poules. Mais comme a dit Grégo aussi, donc je suis tout à fait d'accord, le récit il est clair, il est bien mené et on finit finalement par se laisser prendre un peu au jeu de cette violence qui est quelquefois tellement outrancière que ça en devient drôle. Il y a notamment une scène de combat à mort dans une arène remplie de squelettes sanguinolents et où cette Caroline, en fait, on se rend compte que elle a plus ni bras ni jambes, en fait, enfin au niveau des articulations. Et on lui a retiré ses prothèses, donc elle se retrouve assez démunie, disons, puisqu'il s'agit de défendre sa vie en se battant. Et en fait, ces prothèses de bras et de jambes sont munies d'intelligence artificielle et tu les vois dans leur case de leur côté en train de s'animer un petit peu comme les balais dans l'apprenti sorcier avec Mickey et qui vont aller sauter sur les gens, sur la foule. Et puis il y a 2 cases phénoménales où elle est assise donc avec ses moignons tendus vers le ciel et t'as ces prothèses qui viennent s'enclencher parfaitement. Et ça, quand j'ai vu cette case-là, je fais OK, bon, c'est bon. En fait, j'aime bien, ça me plaît. Et puis, il y a une bonne dynamique entre les 2 personnages, donc Caroline et Mike, qui au début sont plutôt obligés de s'entendre, mais ont pas trop envie. Et donc, il y a plein de punchlines et voilà. J'ai trouvé que dans l'issue 3, ça ralentissait un peu parce qu'on arrive au moment où, en fait, on a un peu le moment incontournable où ça explique ce qui s'est passé. Et je trouve que, bon, ça ralentit le rythme, c'est un peu moins intéressant. Mais si après, ça reprend dans la violence un peu gogol, c'est cool, quoi. C'est 7 issues, ouais, au total. 7 ? D'accord. Ouais. Ah, c'est étonnant. Ouais. Voilà, un chiffre qui, ma foi... Inhabituel, je dirais. Comme les jours de la semaine. Oui, voilà, comme mon nombre de Comme slips. les péchés capitaux. Benjamin Renaud. Renaud. T'en as pensé quoi, toi ? Eh ben moi j'ai adoré, mais vu que Greg a détesté Batman, Oh c'est non. de la merde.
Tout simplement. Non, c'est faux. Non, j'adore Steve Cross. Steve Cross, c'est le frère de Chris Cross. Je viens de faire la blague juste. J'avais pas la ref. Putain. Le gars fait la même blague sans avoir la ref. Donc oui, j'étais ce rire du fin fond des douves. J'étais hypé par cet artiste, cet auteur. Et j'étais un tout petit peu biaisé par l'hésitation grandissante de Grégo, qui disait les gars, je crois que j'ai fait une connerie. mais je suis allé dedans le cœur battant. Et je n'ai pas du tout accroché à l'histoire. En fait, alors, je vais parler du graphisme juste après parce que pour moi c'est le point positif. J'ai pas du tout accroché parce que je trouve que d'emblée c'est trop. C'est trop. Et quand le trop-plein, l'outrance, on dit ça comme ça, Oui. quand c'est pas vraiment justifié à mes yeux, ça me m'écoeure en fait, donc ça me, tu sais, je parle même pas du côté gore, hein, c'est juste que en fait j'ai l'impression un peu, ça m'avait fait ça avec le comics Crossed, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, où en fait en gros c'était Chris Cross volontairement. Ouais, bien sûr. C'était volontairement exagéré, c'était volontairement ultra violent, ultra gore, il y avait des bits coupés, enfin voilà. Mais j'avais pas trouvé la justification intelligente de ça. Et j'ai un peu ça, beaucoup moins parce que Crossed c'est vraiment ultra graphique, beaucoup moins avec Post Americana, mais je n'ai pas trouvé d'intérêt dans l'histoire. Quand vous dites que c'est bien écrit et que c'est bien amené, je peux pas vraiment contredire, c'est juste que moi je pense que ça m'est vraiment passé à côté. Et en fait, au final, j'ai passé les 2 issues sur 3 à quasiment regarder. Enfin, j'ai lu les textes, mais je regardais surtout pour les dessins parce que il y a quand même, au-delà du trait que moi j'aime beaucoup, il y a quand même un talent pour les designs, pour les concepts un peu, justement dans cette espèce de gore à outrance. Purement graphiquement, il y a quand même des bonnes idées. Il y a des trucs un peu rigolos. Notamment stabber quelqu'un avec un os à bourron, c'est rigolo. Donc ça m'a fait rigoler, il y a des designs un peu cool, il y a des persos un petit peu pas cyborg, mais en tout cas qui sont mécanisés quoi. Le coup des prothèses géotéléguidées là, je sais pas comment on appelle ça, c'était très cool aussi. En fait c'est fun, mais vu que j'ai pas du tout accroché à l'histoire et que j'ai trouvé ça chiant à lire, j'ai pas pu mixer les deux pour un maximum de plaisir quoi. Donc voilà, j'ai lu les 3 issues, mais en fait je pas envie de lire la suite. Grégo et Lulu me raconteront. Mais et je suis un peu déçu parce que j'adore cet artiste et cet auteur. J'ai adoré Maestro. Mais ouais, je sais pas. Peut-être parce que j'en ai ras le cul aussi des trucs post-apo. Ça a peut-être joué. Je comprends. Vraiment là, j'en ai ras le cul. Après, on peut dire qu'on en a ras le cul le Batman. Hein, tu vois, y a pas de voilà. Mais non, je sais pas. En fait, je suis déçu que ça m'ait pas plu. Mais graphique. Peut-être que je feuilletterai si je passe devant dans un comic shop s'il y a des nouveaux numéros juste pour voir les bonnes idées graphiques et de concept gore. Mais voilà, ça m'a pas. Ça en a fait bouger une et un tout petit peu l'autre, mais pas vraiment. Le bougeage n'est pas complet. Ouais, Benjamin est déçu d'être déçu. Grégo est agréablement surpris. Lulu n'était pas parti pour un repas non végétarien, mais l'accepte finalement. Post Americana chez Image Comics, c'était donc plutôt, oui, ça dépend des gens. Passons au vent de Lulu, Oui. dont elle voudrait nous parler ce soir. Oui. Wind. Au vent. Ah non. Oh, si. Wind, un comics écrit par James Tynion IV et illustré par Michael Dialinos. C'est chez Boom Studio et je n'en sais Dialinas. absolument rien. Dialinas, bah oui, c'est écrit, mais c'est trop loin de mes yeux. Bah, je suis fatigué, Dialinacé. je suis Le gars, c'est un vieux, poulet. j'ai 35 ans, je deviens presbyte. Lulu, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui. Eh bien donc c'est Wind avec un Y comme James Tynion aussi avec un Y. J'avoue. Oh. Et Dialinas aussi. Et Dialinas, ah là là, il y a des Grecs partout. Incroyable. Donc James Tynion qui nous a plutôt habitués à des trucs assez dark. Hein. Moi, le dernier truc que j'ai lu de lui, c'est Department of Truth. Donc plutôt assez désespéré aussi, qui aborde des questions de société assez profondes et d'un point de vue plutôt pessimiste.
Là, c'est absolument pas ça du tout. Donc, on est chez Boom Studios avec un récit adolescent, plus donc de coming of age, donc passage à l'âge adulte, et puis dans un environnement, dans un univers de fantasy. Donc voilà, très loin des autres choses qu'il a pu faire qui étaient assez sombres. Donc Wind, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est le personnage principal qui est un adolescent aux oreilles pointues et aux cheveux bleu canard. Il a un peu une allure de mini-pouce. Dans sa ville, personne d'autre que lui n'a les oreilles pointues. Alors il les cache depuis toujours, depuis qu'il est né, enfin depuis son enfance. Et il fait relativement profil bas. Donc dans cette ville qui s'appelle Pipetown, avant, il y avait des gens comme lui avec des attributs un petit peu différents des humains. Mais le roi de cette ville, avec l'aide de son bourreau, qui est un homme au bandage, donc dont le visage est caché par des bandages, a mené une purge et les a tous mis hors la loi. Donc ces personnes avec voilà, des oreilles pointues, mais aussi d'autres attributs qui pouvaient être considérés comme magiques. D'autres choses pointues. Donc la magie de la nature qui était donnée pour responsable de ces transformations soi-disant monstrueuses est perçue comme une menace, et les créatures magiques ou les personnes affectées par elles sont perçues, elles, comme des monstres. Donc Wind a internalisé cette peur, et il fait des cauchemars dans lesquels non seulement il a les oreilles pointues, mais il se transforme en une sorte de griffon, mi-aigle, mi-autre chose, mais très très féroce, avec une créature énorme avec des plumes noires. Et donc étant adolescent, il voudrait plutôt être dans la norme et pouvoir vivre une vie normale, et préférerait donc ne pas avoir ses oreilles pointues. Il vit avec sa famille adoptive, donc qui sont des humains à l'apparence, disons, assez standard. Humaine. Voilà. Miss Molly et puis Oakley, qui fait un peu office de grande sœur. Il est aimé par sa famille adoptive, mais il ne fait pas vraiment partie de la société. Il l'observe d'en haut, à sa pause déjeuner notamment, durant laquelle il aime bien regarder un jardinier bien musclé qui fait son footing tous les jours, torse nu, et qui donc lui a tapé dans l'œil. Et donc Wind est secrètement amoureux. Quand on arrive donc à ce passage, ce jeune jardinier fait office de pivot dans l'issue 1, puisqu'on change de point de vue, on quitte le point de vue de Wind pour aller voir un petit peu l'histoire du côté de ce jardinier qui est jardinier du roi, et qui est le seul ami et lui-même un peu amoureux du prince, donc du fils du roi, auquel il rend visite régulièrement. Et donc, le destin de ces trois jeunes hommes va se croiser dans une tentative, en fait, ça va être un peu le moteur de l'histoire, de restaurer un régime qui serait bienveillant envers tous les êtres, quelle que soit leur apparence. Et donc, l'homme au bandage qui avait participé aux purges il y a quelques années, revient dans la ville et va venir s'interposer et menacer la vie des êtres qui sont chers à Wind et puis à ses camarades. Donc c'est un comics qui est désormais ongoing, qui était prévu. Donc le premier arc fait 5 issues. Et le deuxième volume vient de commencer. Donc là, il y a 6 issues et ça, en fait, l'histoire continue. C'est un récit donc young adulte qui aborde les questions d'identité, de bienveillance envers soi-même et les autres. Puisqu'on comprend quand même assez rapidement que les oreilles pointues de Wind sont un peu comme une allégorie des minorités en général, que ce soit l'orientation sexuelle, la couleur de peau, la forme ou les capacités du corps de chacun, etc. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant.
dès que j'ai vu la couverture, je savais même pas de quoi ça parlait. J'ai pensé à. C'est peut-être aussi parce que c'était chez Boom Studios. J'ai pensé à Folklords, donc je vous ai déjà parlé, Ouais. qui est chez Boom aussi, de Matt Smith, qui a quelques similitudes, même si les discours peuvent différer. Ou pareil, c'est un genre. Enfin, c'est ce que moi je vais appeler le pitch de RPG, quoi. C'est le shonen à l'occidental, on va dire ça comme ça. Surtout par rapport au dessin, ça m'a beaucoup fait penser aux bouquins jeunesse, aux illustrations où tu suis un jeune garçon ou une jeune fille qui va avoir des aventures. Donc ça, c'était plutôt plaisant. J'ai été un peu surpris par le mélange. Alors je vais peut-être pas dire steampunk parce que c'est plutôt sewerpunk, je sais pas, les trucs des égouts. En fait, c'est médiéval fantastique, mais en même temps il y a des ouais, voilà, pipe punk, voilà. C'est médiéval fantastique, mais en même temps il y a des travailleurs prolétaires qui travaillent dans les égouts, donc je sais pas, c'est pas que c'est anachronique, c'est que le mélange fonctionne, mais ça m'a surpris. Il y a de la technologie un peu, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai pas encore trop compris pourquoi les égouts avaient une place si importante, mais j'imagine qu'on va le savoir bientôt. Je pensais que c'était une série limitée en plus, donc une mini-série, mais du coup, si tu dis que c'est ongoing, c'est plutôt cool. Donc oui, voilà, donc plutôt classique d'un truc de RPG shonen, quoi. Les persos sont assez intéressants. Je me suis attaché à quelques-uns. Les archétypes sont là, mais ça n'empêche pas de s'attacher. Le monde est plutôt riche. J'ai trouvé que il y avait pas mal de choses à analyser. En termes de design pur, je trouve qu'il y a des persos qui sont vraiment marquants enfin, il y a des persos assez simples mais marquants physiquement ou en tout cas visuellement, comme le roi par exemple, qui a vraiment une gueule de roi, de conte, mais il a vraiment une super gueule. Certaines créatures fantastiques également. Le mec avec ses bandages aussi, je trouve assez flippant, alors qu'il n'a pas un design spécialement hyper original, mais ça fonctionne vraiment très bien. Et puis toute la partie, alors je sais plus dans quel issue c'est, mais c'est dans une des 3 premières, peut-être la 2 ou la 3, où on va nous raconter un petit peu l'origin story du monde. Avec les différentes entités et les différents trucs fantastiques. Là, c'est dessiné un tout petit peu différemment. Je sais pas si c'est toujours Michael Dialinas, mais probablement, parce que c'est un peu plus aquarelle ou un petit peu fait. Enfin, ça dénote graphiquement et c'est vraiment magnifique en tout cas. Donc voilà, je sais pas trop où ça nous mène, mais j'ai envie de suivre ce jeune garçon et ses copains. Après, effectivement, j'espère en tout cas que ça va continuer à me surprendre, parce que le côté attention, on est entre nous, il faut surtout pas aller dans le bois qui est là-bas parce qu'il y a des êtres maléfiques qui vont rentrer. Donc on a fait un mur, tu sais, genre c'est peut-être pas l'attaque des titans, mais c'est un truc dans ce goût-là, ou même le village, ou plein d'autres, ou même Walking Dead à certains égards, tu vois, c'est la menace extérieure, et au final peut-être qu'elle est pas si négative que ça, parce que c'est juste des gens qui ont été un petit peu repoussés parce qu'ils étaient différents. Donc j'espère que ça va être un truc plus une fable humaine que un truc fantastiquement, enfin purement fantastique, mais bon, ça a l'air de se diriger vers un truc qui me plaît plutôt pas mal. Donc voilà, je trouve ça plutôt léger. On nous disait dans le Discord que ça allait sortir chez Urban, donc je compte sur eux pour faire un bon premier tome. Ça sort au mois d'août. Et puis mais du coup ça devrait sortir en Urban Link, alors j'imagine en jeunesse. Du coup les formats c'est plus petit, non? Je sais pas trop. Ouais, je sais pas, c'est pas précisé encore. Ah, il nous dit kids, Reagan. Non, il nous dit needs. À kids, oui, des kids. Donc ouais. Bordel. Donc écoutez, pour l'instant c'est pas transcendant, mais c'est joli et les persos sont intéressants. Donc moi ça me suffit pour avoir peur pour eux et pour avoir envie de savoir ce qui va se passer. Et toi, Grégocentrique, qu'en as-tu pensé? Écoutez, je dirais que mes petits camarades ont parfaitement bien résumé le sens de l'œuvre et l'aspect esthétique de l'ensemble. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que ça se lit très bien, parce que c'est très bien raconté comme histoire. Lulu a insisté par exemple sur un pivot qui se fait très intelligemment dans la narration. Bernard. Et contrairement par exemple si on parle de Post-Americana, où j'ai eu un gros doute sur les images de départ, là je trouve que dès le début tu sais que tu vas être correctement embarqué dans l'histoire. Il y a un petit détail, je sais pas si vous avez remarqué, dans la toute première image où on a le héros, Wind d'ailleurs, c'est bien, oui, je suis con, c'est lui, son nom. qui dort dans sa chambre. Et en fait, dans rien qu'avec cette case, tu situes l'histoire, tu sais qu'il est là depuis longtemps. Oui, il y a sa taille. Exactement, il y a sa taille sur le mur de 2 ans à 15 ans, donc tu sais qu'il a 15 ans, tu sais qu'il est là depuis 2 ans,
Donc tu sais qu'il est dans sa vie quotidienne un petit peu, et il y a plein de petites astuces comme ça tout le long de l'histoire. L'homme bandé, hein, l'homme bandage, on va dire. L'homme bandé, Il est on peut dire que c'est lui. particulièrement bien amené aussi. Il est un petit peu on en parle au début, c'est une menace, et puis il se rapproche de plus en plus, et puis ça y est, au bout d'un moment, il est présent dans l'histoire, et on s'aperçoit que oui, vraiment, c'est quelqu'un de menaçant. Et comme on a travaillé un peu ce personnage-là en amont, bah ça marche, ça fonctionne bien. Et puis tous les aspects minorité, etc., qui me semblent assez intelligemment traités. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, il y avait beaucoup à lire aussi, encore une fois, dans ce titre-là. Ouais, mais là, j'ai plongé dedans sans souci, quoi. J'ai foncé et j'ai lu les 3 premières issues. Il y a encore au moins plus de 100 pages, et avec grand plaisir. Pas Batman, quoi. Voilà. Ce qui m'avait me confirmé que ce soir, si je devais faire un choix, ce serait plutôt ces 2 titres-là. Et Batman, qui n'était pas foncièrement mauvais, je le mettrais plutôt en dernier. Et voilà, j'ai terminé. Il a terminé, il a donné son avis. Autre chose sur ce comics, ou est-ce le moment de faire une micro-pause ? Micro-pause. Non, c'est juste pour dire que Boom Studio continue de sortir des trucs de qualité. C'est vrai. Il se hisse sur le... Alors peut-être pas sur le podium. Ah si, peut-être, ça dépend des gens. Un gros podium de 10 places. Un podium de 10, ouais. des escaliers, quoi, en gros. C'est ça. Il se hisse. Eh bien, merci à vous 3 pour ces très belles reviews. On ne tient visiblement encore pas ce soir notre tenant, notre poulain pour le pire comics de l'année. non. Non, voilà. Mais on y croit. Greg, on compte sur toi. On n'a pas vraiment eu de pire comics de l'année là pour l'instant, même en 2020 finalement. Oh si. Moi j'en ai lu un, là, Miskatonic. Ah merde. Qui avait été proposé par Zech. C'est un truc sur les élections de Reine de Beauté ? Oui, dans le monde de Lovecraft, ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'était pas terrible. C'était pas top, apparemment. Zef. Mais après, si on fait tous comme Grégo à choisir juste à la couverture, il y a un moment qu'on trouve très vite. On va finir par y arriver. Ah oui. Non mais si vous voulez, je vous ramène une merde, hein, si c'est ça que vous voulez, sans souci, quoi. Je vous invite quand même à faire attention. On est au mois de mai, faut y aller, les enfants. Merci beaucoup pour ces reviews. On se retrouve tout de suite après cette petite pause. La mini-pause. C'est la mini-pause, c'est quelque chose qui arrive dans la vie d'une femme. De retour dans Comics Outcast, toujours en direct du vaisseau Hypersensa, c'est toujours en charmante compagnie avec Lulu, Grégo et Ben. 167 épisodes, qui l'eût cru ? On m'aurait dit 166 épisodes de Comics Outcast encore. Moi j'aurais cru. Je dis pas, ouais. Mais 167, c'est assez dingue. On dirait un chiffre imaginaire. En tout cas, 67, c'est le barin, et c'est vraiment marrant parce que ça tombe sur moi, alors que 90% des noms sont absolument imprononçables pour quelqu'un qui ne parle pas allemand, malgré mon statut artésien. Bref. Ah, c'est pas un Émirat Arabe Uni, le barin ? Yes. Oui, je l'ai. Excellent. De toute façon, après 100, il va falloir qu'on attaque les pays, donc je sais pas comment on va se démerder, mais bon, bref. Si vous êtes on the road again à Bernardvillers, ouais, elle est un peu technique celle-là. Si vous êtes confiné à Bulle, si vous êtes Frédéric à Diefenthal, si vous préférez Mou en Beethoven à Durambach, si vous êtes Agile à Flexbourg, si vous êtes un cheval à Trott, si vous adorez notre univers à Lore, si vous êtes choqué à... Je crois que ça s'écrit comme ça. Si vous êtes presque le méchant dans Harry Potter à Val-de-Modère ou encore bricoleur à Wissembourg, vous êtes sûrement au courant de l'existence du Patreon de Vaisseau Hypersensas, ce collectif de podcasteurs, amis, qui se réunissent pour créer un total de 12 podcasts, je sais même plus où on en est. Au moins. Depuis qu'on a accueilli l'incroyable fiction Mon Carnet de Julien Courant, mais aussi Cinécure de Charles Eddy, Le Petit Dernier, un podcast dont je vous reparlerai en fin d'émission.
Sur patreon.com/vaisseau hypersensas, vous pourrez nous soutenir grâce à des micro-dons qui nous permettent de payer les factures, hein, voilà, d'acheter du lait pour les petits et puis des petits pots et puis de donner de l'argent à la banque. J'ai encore reçu une facture de 7,60 €, ça va pas du tout. Mais encore nous aider à financer des événements, nous payer des micros, inviter des invités, faire des apéros ou nous équiper d'un petit setup qui nous permettrait d'aller sur Twitch par exemple. En échange de vos participations, qu'est-ce qu'on fait ? On vous donne accès aux enregistrements en live, comme là, tout de suite, maintenant, sur le Discord, où toute une tripotée de podcasteurs, de patronautes nous écoutent en direct, ou encore des bonus, comme par exemple Reversa Lyrica, qui est une fiction à rebours, écrite et réalisée par les majestueux Lulu et Zef. C'est une petite pépite réservée à nos patronautes et je vous encourage vivement à y jeter une oreille. Donc si vous pouvez taper dans mon micro et nous soutenir d'une façon ou d'une autre, toutes les infos sont sur patreon.com/vaisseau hypersensas. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez également nous soutenir en parlant de nos podcasts autour de vous ou en mettant 5 étoiles sur notre fiche iTunes, puisque c'est très utile pour le référencement. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre non plus sur les réseaux sociaux, sur le Discord, sur le Twitter, sur le Comics Outcast, tout ça. Le Instagram. Voilà. On passe au focus. Et ce soir, on va parler d'un monument qui est Jack Kirby, qui a une vie épique et qui est un roi du comics, si j'ai bien compris. C'est lui. Selon le titre, effectivement, tu l'as très bien traduit. Oui, je voulais vous parler de ce comics parce que c'est un des derniers que j'ai acquis. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de le mettre dans ma pile, je vais le lire directement. Je pensais que c'était un truc que j'allais lire en plusieurs fois, en mode le truc que tu laisses dans tes chiottes et tu lis un petit bout chaque fois que tu pousses un petit bout. C'est dégueulasse. Et en fait, non, j'ai lu quasiment tout d'une traite, parce que les journées sont trop courtes, mais j'ai vraiment mangé cet ouvrage qui, donc, je vais faire un mini topo et simplement, comme son nom l'indique, une biographie ultra documentée. Donc, alors, après, à discuter peut-être avec mes petits copains, mais c'est forcément une version parce que voilà, je pense qu'il se range du côté de Jack Kirby sur différents sujets de dissidence, notamment avec Stan Lee, mais on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, je le crois quand il dit que c'est ultra documenté, que d'ailleurs il y a une, comment on appelle ça, Lulu, quand tu... Bibliographie. C'est ça, non, c'est ça les références, on appelle ça je crois. Oui. Ok, très bien, merci beaucoup. Une bibliographie de où il chope ses sources, des interviews, des bouquins, plein de petites choses. Et donc du coup il a reconstitué la vie de Jack Kirby depuis quasiment la naissance, parce qu'on le voit tout petit au départ jusqu'à sa mort et même son héritage post-mortem, on va dire. Tom Scioli, moi je le connaissais parce qu'il a fait Fantastic Four Grand Design dans la même lignée que X-Men Grand Design dont on avait parlé dans cette émission, qui est un genre de recueil récap previously dessiné un peu pas dessiné, en tout cas compilé, notamment pour être Peace Corps dans X-Men, où c'est des faits en fait qui sont compilés case par case, et on va retrouver un petit peu cette façon cette manière de narrer avec Tom Scioli qui lui va en gros c'est pas un événement, une case, mais en tout cas c'est donc le narrateur c'est Jack Kirby, et il va dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, 6 mois après j'ai fait ça, et souvent tu sais c'est très haché, c'est très cuté, et moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça peut peut-être que mes petits copains n'ont pas aimé, mais moi je trouve que en fait c'est des faits, on te balance des faits, évidemment il y a un contexte, évidemment il y a une continuité, ça s'inscrit dans la vie de quelqu'un. C'est un conte, un conte de faits un peu. C'est un... écoutez, ça peut être le titre de l'épisode. Absolument. Et je voulais donc juste pour Tom Scioli, il a été critiqué, ou en tout cas pointé du doigt, parce que son style, alors pas dans cet ouvrage-là bizarrement, mais son style, si vous googlez images, ressemble, et en tout cas très très inspiré de Jack Kirby. Dans cet ouvrage, pas trop, peut-être parce qu'il y a beaucoup de trucs réalistes et de personnes humaines, mais quand tu le vois dessiner un petit peu des trucs fantastiques ou des célestes ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'il a pris son trait sur celui de Jack Kirby, et il a juste dit, je l'ai quoté pour qu'on voit un petit peu le bonhomme, il a dit: je travaille dans la tradition de Kirby
Aucun autre art ne me fait ce que me fait celui de Jack Kirby. Tout semble mou et plat en comparaison. Il a trouvé une nouvelle façon de faire les choses. Je veux suivre son exemple. Je pense qu'il a trouvé la manière optimale de dessiner et de raconter les histoires épiques et les bandes dessinées de science-fiction. Il n'a pas besoin d'être correct ou précis, juste cool. Donc fanboy 2000 de Jack Kirby, mais bon, en même temps, qui ne l'est pas. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un truc vraiment très très cool parce que j'ai appris énormément de choses sur Jack Kirby et sur l'industrie du comics. Et d'ailleurs, je sais pas si mes petits camarades sont d'accord, mais moi j'ai un peu vu 4 axes se dessiner dans cette biographie. Il y a évidemment la vie de l'humain, de Jacob Kurtzberg, de son vrai nom, et de son enfance et de son adolescence dans les années 20, 30, 40. Évidemment la Seconde Guerre, ce genre de choses, quand lui va fonder sa propre famille. Il y a la carrière donc de ce jeune Jacob qui va devenir Jack Kirby, alors Jake Kirby, et tout ce qu'il va pouvoir créer vraiment en tant qu'artiste et comment il va faire sa place, son processus de création, etc. On va apprendre énormément de choses aussi sur les comics et l'industrie en général, puisque c'est vraiment il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, etc. des comics. Marvel DC n'existe même pas encore quand il est jeune, enfin en tout cas pas ces noms-là. Et puis il y a évidemment l'empreinte qu'il a laissée sur l'univers des comics avec tous les personnages qu'il a créés. Il y a des personnages, je savais même pas que c'était lui. Franchement, tu penses à 10 personnages et il y a possibilité qu'il en ait créé au moins 8. Arrêtez de tricher. Donc voilà, donc c'est plutôt ces quatre axes à discuter avec mes copains. Évidemment, on discute un peu de tout ce qu'on veut, mais voilà, je voulais savoir ce qu'ils en avaient pensé et ce qu'ils avaient appris. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est triste? Voilà, discutons-en, parce que je pense que c'est un ouvrage qui est en soi intéressant, mais qui permettent d'avoir plein d'infos sur un très grand nom du comics et et l'industrie du comics et du média en général. Eh ben, voilà. C'était une grosse intro. C'était une très belle intro. Est-ce que Grégo, tu as pu parcourir les pages de cet ouvrage et est-ce que tu te retrouves dans ces 4 axes? Oui, tout à fait. Je pense que l'œuvre est découpée en 4 éléments parfaitement égaux. Quel lèche-cul celui-là, putain. J'ai commandé quand Ben a proposé ce titre, j'ai commandé l'ouvrage en fait, en matériel, qui est comme ça, en foi. Comme ça, t'avais la foi, tu t'es dit je commande d'un coup. Ouais, en fait, c'est souvent lié. C'est plus facile à commander ce genre de choses un peu en avance des émissions. Bon, là, je pars un peu des coulisses. Quand on sait un peu en avance et qu'il y a un... Enfin bref. Donc... J'aurais pu le prendre en démat, c'est ça que je veux dire. J'aurais pu le prendre en démat, mais j'essaie au maximum. C'est le genre d'objet en fait que je trouve intéressant à avoir chez soi. Une petite biographie de Jack Kirby, voilà, sur l'étagère. En effet, comme tu dis, ce qui est surprenant peut-être pour le néophyte, c'est cet aspect énumération de faits, quoi. Chaque vignette est un fait, pardon. J'étais encore sur mon jeu de mots au conte de fées. Et il y a pas vraiment, il y a aucun travail de tiens, je vais raconter une histoire avec des arcs, etc. C'est vraiment, il a fait ça. Enfin, du coup, j'ai fait ça. Après, j'ai fait ça. Quand j'étais petit, j'ai fait ça. Mais ça se lit très bien. C'est assez intéressant et enrichissant. J'étais à des kilomètres de savoir qu'il avait eu une telle enfance, un petit peu dans la pauvreté, je dirais presque la violence des... Ouais, complètement. En tout cas, c'est ce qui transparaît. Je savais pas du tout ayant été l'auteur de Captain America, il avait lui-même fini sur la ligne de front en Europe. Pour revenir derrière, avec tout le monde sur place qui lui disait « Ah, mais tu dessines Captain America ?» Ouais, c'est moi, quoi. Il le connaissait, quoi. Et donc, voilà, hyper intéressant. Je suis assez surpris, Ben, que tu aies réussi à lire tout ça d'une traite, parce que moi... quasiment, ouais. Je l'ai plus abordé... En fait, ça se prête parfaitement à « Tiens, je vais lire quelques pages ». Ouais, c'est ce que je pensais au début. Mais ça peut, je pense. Ouais. Ça peut complètement. C'est juste que moi, j'ai vraiment été pris. En fait, j'étais mélangé entre ce que je savais à peu près déjà de la personne et que je voulais voir arriver, genre la création, genre dire quand il dit c'est moi qui ai créé Iron Man ou Black Panther. Et puis il y a plein d'autres trucs sur sa vie à lui que je savais pas. Et j'ai putain, ouais. Et en fait, ça a l'impact sur ses œuvres et sur sa carrière. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Ouais. Et voilà, ça se lit très bien en fait. Mais il y a de la matière. C'est long. Il y a moyen d'y passer du temps en fait sur cette œuvre, quoi, sur cette biographie. Et donc moi je l'ai plutôt consommé par étapes. Je l'ai pas encore terminé, comme je disais, il y a beaucoup de matière, mais je vais vraiment la finir avec intérêt parce que c'est hyper passionnant et comme tu le dis, ça dévoile tout plein d'aspects du monde du comics et un petit peu toute l'histoire des 70 dernières années y passe et on voit en permanence
l'histoire de la société américaine et de Jack Kirby au milieu, et du coup l'impact sur les comics derrière, quoi. Voilà. J'étais très long moi aussi. Mais bon, écoutez, c'est notre émission. On va développer après, mais Ludu, dis-nous. Ouais, non, mais très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses également. Moi, l'aspect graphique, j'avoue que c'est un peu un moins pour moi. Ouais. Je trouve assez irrégulier, mais je pense que il a un peu fait de l'abattage. Enfin, il a fait tout seul, et ça intègre aussi beaucoup de cases des comics de l'époque, donc ça c'est intéressant. Mais en fait la gueule du perso de Jack Kirby en fait m'a un peu gênée parce qu'il a pour moi il a la tête d'Astro, le petit robot. Il a une grosse tête en plus, hein. Il a une grosse tête par rapport à son corps et tout. Et au début en fait j'avais du mal à me repérer dans le temps. Alors heureusement, moi il y a un peu des grands événements, voilà. La guerre. Mais en fait, j'arrivais pas à savoir quel âge il avait, quoi. Parce que tout le début, il vieillit. Enfin, en tout cas, le personnage ne vieillit pas. Bon, après, il a les cheveux blancs et tout ça, mais bref, moi je trouve que du côté graphique, c'est pas pour ça qu'il faut. Non. Alors qu'il s'est pas acheter mal le livre, dessiné, quoi. mais pas celui-là. Mais c'est une mine d'informations. Ouais. Mais c'est une mine d'informations, ouais. Donc je sais pas si tu veux lancer un peu. Bah non, mais justement, en fait, en gros, c'est effectivement sur sa vie privée avant qu'il devienne un peu un monstre des comics. Il y a pas énormément à dire, comme l'a dit Grégo. Famille pauvre, immigré juif d'Autriche, je crois, dans les années 20. Il se bastonne dans la rue comme un petit vaurien. Il y a même des bastons un peu entre groupes. Il essaye de faire sa place. Il trouve qu'il dessine plutôt pas mal, sauf qu'il dessine trop vite. Donc on lui dit de changer de plutôt faire de l'illustration plutôt que de la peinture, par exemple, ce genre de choses. On voit qu'il a une famille un peu stricte, mais qu'il aime beaucoup ses parents. C'est vrai que tout au long du comics, il vieillit, donc il va forcément perdre les membres de sa famille de façon naturelle ou pas. Comme l'a dit Grégo, il y a eu la guerre aussi. Et c'est vrai que tous ces trucs-là, et moi ça c'est un truc dont je m'étais même pas posé la question, c'est que tu vois, quand plus tard il fera New Gods ou même juste créera des personnages emblématiques, il dit pourquoi il les a appelés comme ça, pourquoi il les a créés comme ça, pourquoi ils avaient ces défauts-là. Et à chaque fois, ça se rapporte soit à sa mère, soit au trauma de la guerre, soit au fait qu'il était pauvre et qu'il c'était à New York du coup. Limite, j'aurais pu un peu m'en foutre, tu vois, dans une biographie. Sauf si t'aimes vraiment beaucoup la personne, tu te dis ok, c'est cool d'avoir son background, mais je m'en fous des détails. Mais là, les détails en fait ont un impact direct avec sa carrière et avec ses créations. Donc je trouve ça hyper intéressant. Oui, que Suzanne Storm dans Les 4 Fantastiques, en fait, il l'a appelée Suzanne parce que sa gamine s'appelle Suzanne. Ouais. Exactement. Et après, le gros morceau que le truc que j'ai vraiment adoré, c'est. Alors, il y a l'industrie du comics et tout, mais ça, je pense que tu peux aussi l'avoir dans d'autres. Via d'autres œuvres, etc. Ou même tu te fais un gros Wikipédia et tu peux un peu tu peux retracer l'histoire des comics avec la Comic Code Authority, l'âge d'or et tout ça. Mais ce que j'ai trouvé fou, c'est de voir à quel point il s'est fait entuber à tour de bras. Alors, c'était sûrement pas le seul, mais quand tu sais que c'est. Ouais, à goût de tube, pardon, à tour de tube, excusez-moi. Sinon, il se serait fait embrasser. Il s'est fait embrasser à tour de tube. Ouais, exactement. Où en fait, en gros, alors, je pense qu'il est pas posé non plus en victime ultime parce que tu vois qu'il a un caractère de merde, qu'il sait ce qu'il veut, etc. Enfin, en tout cas dans cette biographie parce que je le connais pas. Mais effectivement, il a créé énormément de personnages. Il a pas du tout négocié les droits de quoi que ce soit. Probablement que les gens en face, à la tête de Timely ou de DC ou de Marvel, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient quand ils créaient des personnages et ils se gardaient bien de proposer quoi que ce soit, surtout à cette époque-là. Et donc tu vois qu'avant une époque très tard dans sa vie, il a touché aucune thune sur tout ce qui a pu être fait avec les persos qu'il a créés, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était assez fou parce que pour moi c'était un truc plutôt actuel de se faire entuber quand t'es artiste. Eh ben pas du tout. Et de tout temps l'homme se fait entuber. Donc non, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis après peut-être qu'on peut effectivement parler de sa relation avec Stan Lee, où en fait Stan Lee passe vraiment pour le dernier des fils d'Up. Je sais pas si c'était le cas, mais c'est vrai que tu regardes, il y a eu un peu à l'image de Bob Kane et de Bill Finger, où Bob Kane était crédité pour Batman pendant des années. En fait Kirby, il était vraiment peu crédité pour la création des persos, voire pas du tout, et c'était Stan Lee qui a pris toute la couverture, quoi. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant.
C'est fou. Ouais, mais c'est fou, mais même avec ces personnages, enfin avant la collaboration avec Stan Lee qui commence en fait plus dans les années 60, il me semble. Ouais, c'est ça. Même avant, en fait, comme ils bossent tous en équipe et qu'ils se copient tous quand même les uns sur les autres, il y a sans arrêt des procès pour plagiat. Enfin, c'est vraiment des paniers de crabes. C'est clair. Et où enfin. Alors oui, c'était une grosse industrie, mais en même temps, voilà, il y avait plein de petites mains qui, elles, quand même, crevaient souvent la gueule ouverte parce qu'ils touchaient pas grand-chose sur leur création. Enfin, c'est vraiment un milieu très très dur, quoi, qui est décrit, jusque dans les années 60 et même après, puisqu'il perd il se fait avoir sur les droits sur Captain America. Enfin, assez tard quand même. Ouais, complètement. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois quand même qu'ils se regardent tous les uns les autres travailler et que, enfin, voilà, tous les persos sont des copies les uns des autres. Enfin, c'est impressionnant. Surtout lui, quand il a commencé à se démarquer, tout le monde voulait dessiner comme lui, tout le monde le copiait. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, encore une fois, je pense que c'est le prisme, non seulement le prisme de Tom Scioli, mais aussi le prisme de tous les trucs qu'il a compilés. Si ça se trouve, il y a un mec qui va faire une biographie de Stan Lee et les mêmes événements n'auront pas du tout les mêmes descriptions. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dès le début, dans ce qu'il dit, en tout cas dans la narration, tu crois comprendre qu'il a l'impression qu'il n'est pas fait pour les comics, alors qu'en fait dedans il va péter le game, quoi. Et même à la fin, quand il est en fin de carrière, il dit ouais, c'est peut-être ma façon de sortir des comics, j'en ai ras le cul. En fait, t'as l'impression qu'il a pu s'épanouir dans ce média et clairement créer une partie du comics au sens large, quoi, de l'histoire du comics, mais que en fait il a toujours fait sa propre tambouille. Des fois quand on lui demandait de faire des trucs d'une certaine façon parce que c'est ce qu'il vendait, lui ça lui cassait les couilles, mais du coup il arrivait toujours avec un autre éditeur ou même en attendant plusieurs années, quand par exemple DC change de président ou de directeur de publication ou quoi, arrivait toujours à créer ses propres trucs qui ressemblaient pas tant que ça à des comics. Lui, il voulait raconter l'histoire des New Gods, il voulait créer des univers complètement pétés qui n'existent pas et qui vendaient pas forcément. Et puis pour bouffer, il faisait du roman, enfin du truc à l'eau de rose ou des trucs de cow-boy ou ce qui se vendait à l'époque en fait. Donc il faisait de la commande, mais lui tout ce qu'il voulait c'était raconter ses propres histoires. Et c'est pour ça que je pense qu'il avait aussi un sale caractère dans le sens où il savait ce qu'il voulait et il voulait pas trop qu'on le fasse chier. Après, s'il se fait entuber, c'est sûr qu'il soit un petit peu énervé, quoi. Oh bah c'est sûr, c'est fâchant. Grégory, qu'est-ce que tu nous racontes? Ah oui, tu l'as pas lu en entier? On l'a perdu. Non. Oui. Non. Écoutez. Non, mais il a donc peut-être pour les gens qui connaissent pas trop, donc il a créé Captain America, il a créé les X-Men, il a créé Iron Man, il a créé Hulk avec Joe Simon, il a créé Black Panther. Oui, c'est pas tout le temps tout seul, effectivement. Ouais. Et puis donc du coup il a créé en fait chez Marvel il a créé les Eternals et les Celestials, et chez DC il a créé les New Gods, Mr. Miracle, Darkseid, c'est lui qui a créé Darkseid. Ouais. En fait c'est un peu c'est pour ça que ça se ressemble, c'est ça. C'est parce qu'en fait il a essayé de le raconter chez l'un et ça n'a pas forcément marché, donc il a été le raconter chez l'autre, quoi. C'est d'abord Marvel et ensuite DC. Ouais, du coup sur ces personnages, ce qui est assez intéressant dans la biographie, ce qui transparaît en tout cas, c'est que tu sens que les personnages, ils sont là presque depuis le départ. C'est en permanence un archétype ou une incarnation d'un personnage qui va évoluer au fur et à mesure des titres qui vont essayer. Certains titres qui vont pas marcher, tu sens que tu as les prémices de certains persos. T'as Spider-Man qui arrive très très tôt aussi, et qui ressortira des années plus tard. J'ai pas encore lu la toute fin comme je le disais, mais tu sens bien qu'il y a des fils conducteurs un petit peu qui vont évoluer tout au long de sa vie pour se révéler à un moment. Ça c'est hyper intéressant. Et sur ce que tu disais, Lulu, c'est assez fascinant aussi voir de la culture très, très capitaliste des comics dans les années du coup 30-40, où bah, en effet c'est ça marche, on va copier, ça marche, on va copier, les studios vivent et meurent. C'est très très
très très américain au final, quoi. Oui, c'est clair. Très instable, ouais. Il passe son temps à dire ils ont monté un truc mais ça marchait pas, ils ont mis la clé sous la porte. Après il retrouve un gars 5 ans après en disant ah ouais lui il était sur ça, maintenant il fait ça. On avait besoin de faire un comics, donc en fait on a pris lui. Bon, des fois tu vois des noms que tu reconnais quand c'est des trucs très connus, genre Steve Ditko, il dit oui le jeune Steve Ditko machin. Et en fait c'est effectivement tu vois que c'est une industrie qui meurt et qui renaît à chaque fois, quoi. Donc c'est vrai que ce côté-là est hyper intéressant. Non, puis les procès. Enfin, moi, ça m'a halluciné, ça. Les procès où, en fait, ça fait évoluer les lignes éditoriales, où il y a des maisons d'édition qui disent, ok, non, on arrête de faire des comics, alors. Enfin, tu vois, en gros, ils font des accords un peu à l'amiable, où, en fait, ils se partagent le gâteau, ou alors il y en a qui absorbent tout. Enfin, sur Captain America, il a été obligé de faire un bouclier rond, parce qu'il y avait une menace de procès, parce que son bouclier ressemblait trop à un autre personnage qui ressemblait fort à Captain America. Exactement l'autre personnage. C'était exactement le même. J'ai pas cherché le vrai truc. Je sais pas si Tom Scioli il a volontairement fait mais il lui ressemble vraiment beaucoup, donc ça veut pas dire qu'il a pompé, mais du coup effectivement moi je suis le gars qui a créé le premier gars là. Je fais la gueule quand même. Et puis quand il revient après de la guerre et qu'il voit avec je crois Joe Simon là que Captain America il part complètement en cacahuète dans ses histoires officielles. En fait ils refont que des copies de Captain America. Tu le vois quoi, ils ont tous l'étoile au milieu du plastron et avec d'autres histoires. Quand tu vois quand il dit ouais Batman il avait Robin, donc du coup on a dû créer Bucky pour Captain. C'est ça. En fait effectivement c'est drivé par les après effectivement c'est une industrie quoi, tu vois, mais du coup ça a permis de créer des personnages qui soit comme dit Grégo ils ont disparu complètement parce qu'ils étaient pétés, soit ils ont pris leur essor tout seul quoi. Mais ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant, c'est de voir que par exemple justement quand on lui faisait un peu une commande en mode et pas une commode en mande, quand on lui disait ouais là il faut absolument que tu fasses un truc de chevalier parce que c'est ce qui marche, bah lui il allait piocher dans ses vieux comics de quand il était petit. Il chopait un prince vaillant et c'est comme ça qu'il a créé le démon, tu vois. Donc je trouve ça vraiment trop cool. Alors évidemment là aussi c'est très raccourci pour rejoindre ce que tu disais Greg sur le côté une case un truc. Donc il rentre très peu dans les détails de chaque truc, mais c'est quand même cool de voir en une case et en quelques phrases de se dire comment il a créé le perso, ou en tout cas comment l'idée lui est venue. Et après tu fais le travail le reste dans ta tête, ou tu te documentes de ton côté quoi. Mais je trouve ça assez cool de voir que c'est tout con et de comment il a pu créer les persos. Et puis on l'a pas trop dit, mais parce qu'on a beaucoup parlé de son enfance, mais c'est vrai que dans le cercle privé il essaye quand même d'être père de famille, tu vois qu'il travaille énormément genre jour et nuit quoi, et il essaye quand même d'être là pour ses enfants et tout, donc c'est alors que bon je les connais pas tu vois, mais j'avais de l'affection pour eux en mode putain en fait pour moi t'es obligé de t'attacher à Jack Kirby avec cette BD quoi, mais peut-être de toute façon c'est anglais forcément, tu vois, ça se trouve il y a des gens qui le détestent pour X raisons, qui vont dire ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est américain je crois, mais comment ça? Non vas-y continue. Non, j'ai loupé. C'est anglais. Oui, bien sûr. Donc non, j'ai eu beaucoup et c'est peut-être pour ça que du coup que je l'ai lu d'une traite, parce que j'avais envie de savoir. Évidemment, je savais qu'il était né, qu'il était roi du comics et qu'il était mort. Mais entre ces trois trucs là, j'avais envie de savoir ce qui s'était passé. Et le coup de la guerre, ou le coup des rachats, et il allait chez Marvel, puis en fait ils se sont foutus de sa gueule, donc il s'est cassé. Puis il a été chez DC, puis en fait et puis il rencontre les mêmes gens qui l'aiment pas ou qui l'aiment. Enfin c'est Dallas quoi. Mais même là je refeuillette en même temps. Au début, il a eu une pneumonie, ce genre de choses. Au final, la perte culturelle, ou en tout cas le monde culturel serait radicalement différent aujourd'hui s'il était mort de sa pneumonie ou s'il y était resté à la guerre. Parce qu'apparemment, à un moment, il y a une scène quand même à la Tarantino. Là. Tu sais, de ouf, putain. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est clair, on sait comment pas. il a survécu, c'est ouf quoi. Et là pour le coup le côté graphique effectivement je m'en suis un petit peu détaché parce que c'est vrai que comme on l'a dit c'était pas son fort, sauf quand il dessine volontairement comme Jack Kirby, parce qu'il dessine une planche de Jack Kirby, mais c'est vrai que tout le côté quand il est à la guerre il est dessiné un petit peu comme dans un manga, donc genre tu sais en SD. J'avoue que ça casse un petit peu le côté dramatique de la guerre, alors qu'il a les gros yeux d'Astro Boy quoi, tu vois, donc effectivement là tu te dis bon c'est un peu dommage, et je sais pas pourquoi, je sais pas s'il était pressé par le temps ou quoi, mais c'est vrai que des fois les dessins sont un peu pétés alors que tu sais qu'il s'est dessiné quoi, je sais pas pourquoi. Peut-être un jour où il digérait mal un truc, tu vois, peut-être qu'il était intolérant au lactose, enfin, tu peux pas savoir. C'est vrai que tu peux pas savoir. Salut Adrien, t'étais là? Bah ouais, je suis là et je reprends la main un petit peu dans votre discours passionné pour vous inviter à aller vers la dernière partie de l'émission. Oui. Bah on a fini de toute façon. Oui, j'ai bien compris.
Non, mais ça a l'air vraiment très chouette. J'ai très envie de le lire. Alors je précise que c'est en VO actuellement chez Ten Speed Press. C'est sorti l'année dernière et c'est prévu chez Hugin et Munin en VF en juin prochain. Et ça coûtera aux alentours de 30 balles, je pense. Il y a 200 pages. C'est une belle édition. En tout cas, la VO est une belle édition. Voilà. J'aurais pensé que ça aurait été peut-être chez Urban, mais bon, vu qu'il y a des trucs de Marvel dedans, je pense que c'est pas possible. Quoique, je ne sais pas. En tout cas, c'est chez Hugin et Munin. Procurez-le vous et faites-vous votre idée. Il y a Reagan qui recommandait une autre biographie de John Schuster, un des deux gars qui ont créé Superman. Qui existe chez Urban Comics pour le coup, et c'est pareil, c'est un très bel ouvrage dans la même veine. Pas pareil, mais c'est une biographie aussi. Pas pareil, très bien. Écoute, on ira jeter un œil et puis qui sait, peut-être qu'un jour nous en parlerons dans cette émission qui traite assez régulièrement de comics. En 1 heure. En 1 heure, bien entendu. C'est ce que nous aurons appris ce soir. D'ailleurs, on a largement dépassé les 1 heure. Il est temps de mettre ce jingle. Les 1 heure. C'est le dernier jingle de l'émission. C'est vrai. Et pour finir cette émission, on va parler de la série Jupiter Legacy. Mais avant tout, je voudrais prendre un instant pour m'assurer que vous connaissez bien les autres émissions du vaisseau Hyper Sans Sas parce qu'elles sont super. Je pourrais parler par exemple du Défaussé d'Alex et de Zef qui chaque semaine jouent à un jeu de société et ils nous disent de ce qu'ils en pensent. Il y a encore Whisperos, le podcast consacré à l'univers de Game of Thrones. Est-ce que vous connaissez le Contrecast, ce podcast mensuel de John Couscous qui nous fait découvrir tout un tas d'œuvres culturelles super cool avec toute son équipe? Il y a des films, il y a des séries, il y a des livres, il y a des jeux vidéo, il y en a pour tout le monde. L'ambiance est vraiment canon. Je n'oublie bien sûr pas 6388, l'autre podcast de Zéphiriel, enfin l'autre podcast de Zéphiriel sur le jeu de société, en compagnie de Théo Rivière, avec une analyse épisode par épisode des étapes de création d'un jeu à succès. J'en place une bien évidemment pour les Toys où Ben, Joe, Greg et Nico partagent leur amour du jouet et je suis là bien entendu. Ou encore pourquoi pas C'est cool c'est quoi, c'est cool c'est quand, l'émission 3 triviales qui invite les passionnés passionnants. Comité qui sera bientôt de retour, on en parle en tout cas avec notamment d'ailleurs, peut-être que je peux le dire maintenant, au pire je me censurerai après, un événement cinématographique très bientôt puisqu'on se rendra tous ensemble au cinéma et on vous invitera à nous rejoindre. Absolument. Voilà, podcast super cuté où Julie et Ben nous partagent leur amour et leur savoir sur l'incroyable carrière de Jean-Claude Van Damme. Mais super cuté par toi. Exactement. Mon carnet, le podcast où notre ami Julien nous plonge l'espace d'un instant dans une nouvelle inaboutie, un début d'univers fictionnel, partagé tout en sensibilité et en humilité. C'est un ovni dont on est très fiers. Et le nouveau petit dernier, ça y est, Julien est un ancien, Cinécure, où tous les premiers mercredis du mois, notre ami Charles Eddy nous partage une sélection de très bons films à voir sur des plateformes de VOD ou de SVOD. Il fait une sélection sans contrainte de genre ou d'époque. Par exemple, ce mois-ci, il nous parle du Guépard, du Magnifique, El Secreto de sus Ojos, alors lui il le dit beaucoup mieux que moi parce qu'il a vécu en Espagne, et en Italie, notamment quand il parle des chaussons rouges, enfin plutôt en l'occurrence du guépard. Bref, des films de genre très différents. On n'est pas que là pour parler de pop culture. Vaisseau Hyper Sans Sas, c'est aussi des mecs qui culture générale. Exactement. Et c'est vraiment bien. Je dis pas ça parce que je monte l'émission avec amour. Plein de belles choses. Encore une fois, visitez notre site vaisseauhypersansas.fr où vous trouverez toutes les informations pour écouter ces belles émissions. Alors les petits amis, c'est quoi votre avis sur Jupiter Legacy? Bof. Oh, la douleur. C'est soit une porte qui grince, soit quelqu'un qui m'ébat. On commence par les avis, on fait pas de résumé? Déjà, non, allez, si, résumez-nous ce qui est, enfin, ou un résumé du comics. Qui est résumable. Mais c'est pas la même chose. Non, on alors, parle de la série, Adrien. Rien à voir, c'est ça? Ouais. Non, pas rien à voir. Pas mais pas rien à pareil, voir. quoi. Pas rien à voir, mais pas pareil. Qui a joué le jeu et qui n'a regardé que 3 épisodes? Pas par manque de temps, par choix. J'ai regardé que 3 épisodes parce que j'ai regardé que 3 pile dans mon agenda. Bon, on est raccord. Allez-y, pitchez. Ok, donc suite
Tu veux le faire, Grégo ou... Vas-y, ça va être très rapide si je pitch. Donc, pitch donc. Donc, crash boursier de 1929, crise économique qui ravage les États-Unis. Un groupe de super-héros se forme autour de Sheldon Sampson, qui est le fils d'un magnat, un ex-magnat de la sidérurgie, qui, donc, à l'occasion de cette crise et de la mort de son père qui se suicide, se rend compte des malversations commises par celui-ci au nom du capitalisme. Quelle horreur. Son monde s'écroule et par une opération qui demeure inexpliquée dans les 3 premiers épisodes de la série, il devient un super-héros avec des super-pouvoirs et il se nomme Utopian, donc l'utopiste ou l'utopique, je ne sais pas. L'utopien. L'utopien. Ses 2 frères et son épouse font également partie de cette équipe super-héroïque qui accompagne les États-Unis et le monde tout au long du XXe siècle. Donc il y a donc Utopian qui est avec Lady Liberty et ils ont 2 enfants. Dans la série, le fils, Parangon, essaie de faire de son mieux pour marcher dans les pas de son père avec peu de succès, tandis que la fille, Chloé, donc qui n'a pas de nom super-héroïque, il me semble, se rebelle, se drogue et préfère faire du mannequinat sous l'œil désapprobateur de son père, plutôt que de se battre contre les méchants. Dans les 3 premiers épisodes, il y a 2 questions qui se posent. Déjà, comment Sheldon est devenu Utopian ? Il y a de nombreuses minutes qui sont consacrées à ces interrogations-là, et à cette quête qui amène Sheldon à parcourir les États-Unis en pleine crise de 1929. Suite à la mort de son père, il s'est mis à avoir des visions, notamment d'une île qui l'appelle, et de son père, avec la tronche complètement éclatée suite donc, à son suicide par son contact avec le sol. défenestration. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. voilà. C'est mauvais pour la santé. Deuxième question. Le code éthique établi par Utopian est-il périmé ? Donc pour lui, il faut pas, en gros, il faut pas faire du mal, il faut pas tuer les méchants parce qu'il faut montrer l'exemple. Donc ce que dit la série ou en tout cas les gens qui critiquent Utopian disent que le monde semble avoir changé et peut-être que les super-héros doivent passer à la méthode un peu plus forte afin de protéger le bien. Et puis il y a une 3e question, il n'y avait pas que 2, qui est qui va succéder à Utopian, puisque en fait c'est un peu un old man Utopian, il est plutôt sur la fin, avec ses cheveux gris et ses fausses rides qui semblent suggérer le passage du temps. Voilà. Qui suggère plus ou moins bien le passage du temps. Plutôt très mal. Vas-y Ben, plutôt que de parler dans ta barbe là. Hein, fais ton malos, ton malinos. Écoutez, tu sais quoi, je me suis rendu compte en regardant cette série et en voulant que la feuilleter télé un peu était éteinte. Déjà, non, en voulant feuilleter un peu le comics pour voir si les premiers épisodes étaient calqués sur les premières issues, ça m'a rappelé que j'avais lu les premières issues du Jupiter's Legacy, que je n'avais pas forcément trouvé nul, mais que j'avais oublié, le coup de l'île et tout ça. Justement, je me disais pendant au moins le premier épisode, mais putain, mais c'est une origin story, mais du coup ça commence pas vraiment par le début, c'est un peu chelou, il y a des flashbacks, enfin voilà. De manière générale, j'ai trouvé déjà visuellement, j'étais déjà pré-choqué quand j'ai vu la première image promotionnelle parce qu'ils ont des bulges carrés et des pectoraux géométriques, donc il n'y a aucune explication pour l'instant et je ne sais pas pourquoi, puisque même dans le comics il n'y a pas ça. Donc, moi je dirais parti pris ouais, visuel. Parti pris du bulge cubique, ok, pourquoi pas. Ou alors ils aiment beaucoup Minecraft, je sais pas. En tout cas, l'avis global, si après vous voulez qu'on développe, en tout cas mon avis global, c'est que c'est très inégal. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, notamment, en fait, bizarrement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les trucs non super-héroïques, à savoir les flashbacks dans les années 20-30. En tout cas, ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai vu les 3 premiers épisodes. En tout cas, voilà. Les dialogues entre les personnages sont pas trop dégueux. Ça joue plutôt pas mal. Josh Duhamel et puis la fille qui joue Chloé, là, je trouve qu'ils jouent vraiment bien tous les deux. Tout le monde ne joue pas très bien, mais en tout cas, elle joue vraiment très très bien. Je sais pas dans quoi d'autre Elena elle joue, Kampouris, mais... Ah bah voilà, elle est super. Faudrait que je la voie dans d'autres trucs parce qu'elle est vraiment top. Maintenant, les FX, je les trouve vraiment dégueulasses.
Catastrophe. C'est très. Enfin, en fait, en gros, je pense qu'il y a de la thune quand même, parce que Mark Millar, il a quand même de la thune. Je pense qu'il doit avoir des parts dans Netflix, mais bon, ça, c'est un sujet que je maîtrise pas, donc c'est juste pour bitcher. Je pense qu'il y a des sous, et que du coup, il y a une ambition, en tout cas visuelle. Mais que tu vois l'ambition dans l'espèce de baston qu'ils font avec le faux Darkseid là, mais en fait c'est dégueulasse, en fait ça rend vraiment pas bien. Et puis enfin c'est même pas en fait tu pourrais te dire, vu la gueule des costumes, ça peut être cheap, un peu comme tu vois genre dans The Boys, moi je trouve que les costumes ils sont un peu cheap, mais j'adore, tu vois le le costume de Homelander, il est pas, enfin il est un peu kitsch quoi, c'est ça que je veux dire, mais dans le bon sens. Ça marche. Oui, ça marche complètement. Oui, c'est ça. Et puis franchement je trouve que les costumes ils sont bien dans Jupiter's Legacy. Enfin, à part les bulges bizarres. Oui, voilà. Mais... Ils sont pas trop dégueux, effectivement. C'est un Pokémon, ça, bulge bizarre. Qui n'est pas un Pokémon. Bulge bizarre, excellent. Titre de l'épisode. Hors les bulges. Non, mais en plus, il y a des bonnes idées, tu vois. Je sais pas si c'est dans le comics, mais la première antagoniste qu'on voit qui fait un braquage avec son casque violet, là. Ouais, ça, les CGI, elles sont vachement bien sur ça. Ça va, voilà. Mais par contre, quand c'est des trucs. Non mais le combat là, voilà, ça marche pas. Caca contre Blackstar quoi. Et j'ai trouvé, c'est Lulu qui disait ça dans son pitch, que ça avance pas beaucoup en fait, c'est long, ça prend trop son temps et c'est pas chiant, mais c'est allez les gars, s'il vous plaît, voilà. Donc, mais surtout dans l'épisode 3 ça ralentit. Ouais, ça ralentit de ouf. Alors qu'il y a des persos intéressants, tu vois. Ouais. Mais bon voilà, c'est inégal. Je vais continuer de regarder parce qu'il y a 8 épisodes je crois, mais c'est pas ça m'excite pas vraiment plus que ça. Et je vais lire le comics par contre, il y a des chances. Et Grégocentrique, si je ne m'abuse, oui. Tu t'es pas bien positionné là. À quel niveau? Là, tu fais un peu ta baltringue, tu tiens pas droit là. Au niveau de l'appréciation de cette série. Ah, tu veux que je me positionne? Ok. Quel est ton avis? Positionne-toi. Moi, j'ai vécu. Alors attends, je passe ma jambe derrière mon cou. Voilà, c'est bon. J'ai vécu un moment de cringe, je vais dire, au tout début de la série. Parce qu'en fait, je sais plus pourquoi, mais j'ai dû regarder les 3 premières minutes et faire autre chose ensuite, par pur hasard. Mais je me suis dit, je vais quand même regarder. Et dans les 3 pur hasard Pokémon aussi. Et dans les 3 premières minutes, il y a quand même le père qui arrive et qui parle à sa fille. On est dans un flashback, j'imagine, dans les années 80-90, je pense. 90 plus, et il dit à sa fille, qu'est-ce qu'implique des grands pouvoirs, petite fille, tu sais? Et la fille dit, des grandes responsabilités. Et là, il la gifle et il lui dit, non, c'est pas ça. Il dit, mais non, c'est pas ça, c'est inspirer les images. Mais en fait, cette ref directe et frontale. Mais les refs dégueulasses. M'a tellement sorti de la série directe que je suis parti un peu avec une mauvaise appréciation. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que non, mais il y a ça marche pas. C'est de la merde. Il y a ça. Il y a la boîte aux lettres en mode on est chez les Kent. J'ai pas vu. Et la photo en noir et blanc de l'équipe machin, et en gros c'est les Minutemen quoi. Enfin, j'étais là d'accord, mais je n'ai pas terminé de me positionner. Le second élément qui m'a fait me dire oula, c'est quand on les voit pour la première fois chez eux, ils cuisinent, ils cherchent le couteau à éplucher l'ail, je crois. Un pressail. C'est un pressail, ouais. Un pressail, ouais, voilà. Un pressail Rio. Pressail, Babylon System. Et là, tu te dis, ok, les vieux. Au début, je vais être honnête, j'avais pas forcément capté son maquillage à lui. Mais par contre, quand sa femme arrive, je me suis dit, mais pourquoi c'est une vieille jeune mal maquillée? C'est la journaliste dans Iron Man, cette meuf, en plus, donc elle est jeune. Et c'est là où, après, quand on commence les flashbacks, où je me suis dit, ok, je comprends le choix du mauvais maquillage. Et là, moi, si j'avais été à la prod, t'as toujours le choix entre mal maquiller tes acteurs ou choisir des acteurs différents pour les jeunes et les vieux. Je pense que là, les acteurs différents, ce serait mieux passé. Alors, du coup, petit blocage là-dessus. Cela dit, il y a des bonnes choses. Le premier épisode, je trouve plutôt satisfaisant dans l'ensemble. Mais à partir du 2 et du 3... tu sens un petit peu la recette. Ok, combien on fait d'épisodes, les gars? 8, 10, ça donne, on fait 8. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met ce truc-là et ce truc-là. Ok, maintenant, il faut mettre des trucs entre deux. Allez, on va mettre des dialogues. Surtout qu'il y a sûrement une saison 2 qui est déjà en préparation, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça a du succès, mais... Tu vois, la relation avec la fille, Chloé, là, ouais, ok, on a compris, ouais, elle était conflictuelle. Ok, oui, ok, on a compris. Oui, mais après, arrêtez de parler, on a compris. Oui, ok, continue. J'ai trouvé que... Ah oui, tu veux dire que c'est genre... ils insistent lourdement, quoi. C'est cousu de fil blanc, ouais. Par contre, j'ai trouvé que... Alors peut-être que c'est dans le comics, c'est que c'est mieux fait dans le comics, j'en sais rien, mais le côté... le rapport parent-enfant, je trouve assez cool, parce que Utopian, il doit gérer ses enfants qu'il élève très mal, mais en même temps, il s'est pas forcément très bien fait élever par
son père. Enfin, tu vois, il y a ce côté. Ça, je trouve, ça peut être intéressant si c'est bien exploité. Mais à la place, ils préfèrent mettre des braquages avec un gars qui se téléporte avec son bâton là. Je sais pas Oui, pourquoi, c'est d'ailleurs. vrai, alors ouais. là, le Ouais. subplot où on s'en fout, on sait pas d'où ça. Enfin, franchement, Ouais, c'est c'est très mal bizarre. géré là, le truc avec les petits malfrats. Oui, ça tombe de nulle part. Et c'est, mais en fait, au bout de 3 Ouais. épisodes, je sais pas ce que la série voit veut me toujours pas le raconter. rapport, C'est- ouais. C'est ça, on Qu'est-ce sait qu'elle pas veut ce me que ça raconter? raconte. Raconte-moi Ouais, un truc. c'est vrai. Choisis, C'est vrai. raconte-moi un truc là. Vite. Mais Raconte. justement, Et je pense raconte que rien. ce que la série essaye de faire par rapport aux comics, c'est justement de développer les liens entre les personnages, et notamment le lien entre Utopian et ses enfants. Parce qu'en fait, dans le comics, c'est conflictuel de ouf et ça monte en violence tout de suite, c'est hyper violent. Ouais. Et avant l'issue 3, en fait, Utopian se fait complètement... voilà, enfin, il y a vraiment l'exacerbation du conflit, mais qui est entre le fils et lui, et la fille, elle a un rôle complètement différent. En plus, Et ouais, je pense qu'en fait, ils ont essayé de développer un peu tout le background des personnages pour qu'on s'attache, j'imagine, je sais pas. C'est Sauf ça. que ça marche pas très très bien. pour qu'on s'attache On s'attache. le coup. Enfin bref. Ce que tu dis. Attends, je voulais rebondir sur quelque chose. Ah oui, en plus, pas de chance pour la série, ça tombe en même temps qu'Invincible, qui traite un petit peu sur le même Ouais, sujet du rapport clairement. père-fils et du rapport de succession. C'est vachement Mais en bien mille Et- fois mieux. Et fait. Ouais, de ouf. c'est ça. Alors, j'ai l'impression que la souris, n'importe quoi. Et j'ai l'impression que la série. La souris, c'est la sœur de Black Panther, non? Oui, donc la série veut me parler de Ouais. de justement de cette vision, de la vision un petit peu utopique qu'a Utopian, Oui. de l'inspiration qu'il veut apporter aux hommes, ne pas tuer, être quelqu'un de valeureux avec des valeurs humanistes très fortes, et Mais tu vois, l'opposition ouais, à son fils qui lui est plus dans des mesures extrémistes. Là, je pense qu'il y a probablement quelque chose à raconter, en tout cas aujourd'hui en 2021. Et au début, presque la série, ça a presque marché quand j'ai vu qu'elle allait vers cette piste-là. Mais très vite, soit ça tombe Ouais. à l'eau, soit il temporise pour nous mettre d'autres trucs Mais entre là où c'est mal branlé aussi, je trouve, par rapport à la construction des persos, ou en tout cas à l'exposition, c'est que t'as ce qui se passe dans les années 20 avec Utopian, où genre il est pas encore Utopian, mais tu vois c'est un peu sa jeunesse entre guillemets. Tu vois maintenant où il est très paladin, genre il faut pas sortir des sentiers battus, enfin il faut vraiment être sérieux. Et en fait tu sais pas trop ce qu'il y a entre deux. Et puis tu te dis juste en fait ils vont raccrocher les bouts pour que le passé rejoigne le présent. Au bout d'un moment il y aura un événement et tu sauras pourquoi il est comme ça. Enfin tu sais c'est pas très bien construit je trouve. C'est juste c'est des bouts et tu te dis bah voilà tu fais ça. Ils essayent de mettre une fausse tension en fait. Je trouve que c'est un peu bizarre. Non. Il y a le discours aussi dans le premier épisode où ils discutent de pourquoi ils sont pas intervenus pendant la Première Guerre mondiale justement. Du coup, là, c'est presque intéressant d'avoir un point de vue comme ça qui tranche un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Mais malheureusement, derrière, ils interviennent pour des braquages à la con, quoi. Donc, c'est le discours tient pas. Mais j'ai presque envie de leur dire racontez-moi un peu plus ça, quoi. Mais je sais pas où on va là, en fait. Et ça spoil si je demande pourquoi c'est Jupiter dans le titre par rapport aux comics et tout ou pas? Parce qu'il y a rien à voir avec la planète ou avec le dieu, si? Il a un peu une position de C'est dieu par de rapport à l'Olympe. Macron, non Donc c'est une image en fait, d'accord. Qu'est-ce que t'as dit Ouais, Adrien je pense- C'est par rapport à Macron en fait. Pourquoi? Parce qu'il se Parce fait qu'il appeler s'appelle Jupiter, Eminem, il se fait appeler Jupiter. Ah bon? Oh, Lucas, c'est horrible. Benjamin Renault 2021, quoi. Non, je te jure, je savais pas. Ah bon je suis. Bah non, mais je suis pas spécialement fan. Tu vois, je préfère lire une biographie de Jack Kirby qu'une biographie de Macron, tu vois. En effet. J'avoue. Écoutez, je vais aller au bout des 8, mais je vous dis. Ah que ouais, ça. bah tu Oui. nous diras, je vous dirai. par Ouais, devant. non, moi je vais donner sa Mais chance au c'est produit dommage encore parce quelques que épisodes, c'est quand même... Ouais, Lulu, Ah. on nous On a t'entend perdu plus, Lulu. Lulu. Oui, pardon. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Non, c'est dommage parce que c'est Steven The Knight qui est le showrunner en partie de Daredevil et dont la saison 1 en particulier était vraiment très très bien. Donc La ça aurait saison pu... Arrêtez. La saison, hein. Vous bâchez. Voilà. Et moi j'avais noté que Josh Duhamel c'est le Karl Urban Wish. Voilà. Oh non, t'es fou, il est méga BG, c'est pas Wish Ah, du il est tout. Ils ont méga rien à BG, voir, les mais deux. moi ça m'a fait penser à The Boys et je trouve qu'ils se ressemblent et je préfère Karl Urban. Voilà. Karl Urban ou Karl Image ou Karl Panini. On ne saura jamais. Serait-ce le mot de la fin? Moi je pense que c'est une conclusion idéale. Ouais, c'est très bien. Écoute, je m'auto-valide cette blague en mettant le jingle. de fin. Oui.
Ta, 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 ta. Eh bien, merci Boum, boum, boum. énormément du fond du cœur à vous C'est trois toi. pour cette émission 167 qui m'a procuré énormément de plaisir. On l'a bien Plaisir, senti. Ouais, voilà. Non, mais j'étais un peu sur trois feux en même temps, donc je m'excuse par avance de mon manque d'implication. Plus que 33 avant la 200e. Hein. Et ouais, bah ça va Bientôt, arriver hein. plus vite que ce qu'on pense. Attends, c'est l'année prochaine ou pas? Je sais même pas. Attends, on en fait non. 24 par an dans Ah bah plus d'un non, an. donc du coup non. Ah si, peut-être, bah si. Si, on est à la moitié de l'année là, donc si. Ah, ça peut Ah être en oui. 2022, ouais. Ça peut être en 2022. Ah oui, donc pardon, l'année prochaine, oui, c'est ça, ouais. Voilà. Fou. Bah voilà, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire où est-ce qu'on vous retrouve les petits amis Ben, toi par exemple, si on veut t'entendre parler de Kirby avec amour, on va où? Écoutez, sur mon compte Twitter, @benrenault. Je ne fais pas beaucoup de podcasts actuellement parce que je travaille trop et je crois que mes comparses divers et variés sur les différents projets également. Je peux vous dire que vous pouvez me retrouver en juillet en vacances. librairie. J'ai participé, et ça fera plaisir à Grégo, à une sortie de VF de Transformers. putain. C'est mon tout premier comics. Alors j'ai rien écrit, j'ai rien dessiné, j'ai juste designé la cover Classe. et j'ai fait le lettrage, qui est un métier que je ne connaissais pas. D'ailleurs, Ah. j'embrasse Alexandre Sauzet, le roi du lettrage français. Je voulais lui demander conseil puis j'ai oublié, donc je me suis débrouillé un peu comme je pouvais. Voilà, écoutez, s'il me déteste pas, je devrais faire les tomes suivants. C'était rigolo. Voilà, j'ai pas du tout lu le comics du coup, mais je sais pas s'il est bien ou pas. Cela dit, ça s'appelle Gloire à Megatron. Donc la cover, c'était un Ça truc doit un être petit bien, peu, ouais. c'était un petit peu de type propagande des pays d'à côté là. Écoutez, 300 des pays. Ouais, 300 des pays. Oh oui, blague. Yes, blague de graphiste. Elle est très bien, elle est très bien. Donc Je voilà, l'ai, vous pouvez me retrouver là. Et puis sinon, quoi d'autre? Toujours des illustrations si vous avez besoin d'un graphiste, des designs sous scellé, le jeu d'enquête. On a une enquête qui sort bientôt là. Non, je peux pas trop m'avancer, mais Inch'Allah, comme disent les autres, écoutez, c'est ce mois-ci, hein, normalement. Voilà. On y croit. Écoutez, voilà. Écoute, Du coup, voilà, tout- du travail à foison, peu de loisirs, mais la joie est toujours là. Je suis épuisé rien qu'à t'écouter, mais Ouais, Je suis moi aussi, crevé. je m'épuise. J'ai fait un burn-out là, un burn-out par procuration. mais ça fait très plaisir à entendre. Grégocentrique, toi par exemple, si on veut t'entendre louer poulet alors louer Louer une voiture, Voilà, c'est ça. louer une remorque. louer un poulet ou louer Post Americana, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Comics Outcast, épisode 167, je parle de Post Americana. Et écoutez-le. Ouais. Et sinon, je vais essayer la psychologie inversée. Ne me retrouvez pas, je suis introuvable sur internet. Je vous mets au défi de me retrouver. Eh ben, Est-ce que si c'est pas par mal. exemple tu prends la Passion du Christ à ton vidéoclub, c'est Dieu soit loué? Bah, Ouais, effectivement, peut-être. ça marche. Si les vidéoclubs existaient encore, ça serait marrant. Techniquement, c'est valide. Lulu, si on veut connaître ton avis sur le season final de Jupiter Legacy, où est-ce qu'on se rend? Dans un monde alternatif, je pense. Carrément. Non, je pense que je vais pas continuer. Surtout que j'ai commencé Superman et Lois et que c'est en 15 minutes, voilà, t'es complètement happé. Ah, si seulement quelqu'un donc, nous avait prévenu. Si seulement c'était sur une plateforme légale. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, moi, on peut me retrouver dans le prochain épisode de Whisperos qu'on va enregistrer au mois de juin, qui devrait se sortir dans les semaines qui vont suivre. Et puis, dans le Discord de Vaisseau Hyper Sans Cesse, rejoignez-nous. Trop bien. Oui, rejoignez-nous sur le Discord. Je peux pas dire l'URL puisqu'elle est dégueulasse, mais on la trouve dans les... C'est fou ça. Bah oui, c'est comme ça. On pourrait faire une jolie URL en fait. Mais voilà, retrouvez-nous sur le Discord. On est tous là, on discute tous ensemble de plein de sujets. Il y a plein de zones différentes, d'espaces culturels où on échange nos avis en toute bienveillance. Et c'est, ma foi, très agréable. Il me reste à vous faire un gros poutou et à vous donner rendez-vous
Philippe Philippe, exactement, on sait aussi où il se cache en plus. Vous donnez rendez-vous le vendredi 28 mai pour l'épisode 168. Ah putain. Et je serai là. Tu seras là? Putain, le gars. Ouais, bien sûr. Le gars. Mais tu fais pas Beta Rebuild sans moi, mec, hein. Ça va ou quoi? Je voulais le faire justement et le 3 sera pas dispo. Sinon, tu l'aurais fait? Je ferai. Attends, Beta Rebuild. Tu l'aurais Ah fait merde, sans ça moi. marche pas. Je voulais faire Bera Débile, mais ça marche pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais tu Le peux petit faire un prince truc de avec, la contrepétrie s'écroule. Tu peux faire un truc avec une bêta, tu vois, ou la lettre grecque. Après, tu fais une raie du cul et de la bile qui vient du foie. C'est dégueulasse. Oh. C'est pas bête. dégueulasse, ouais. Je vais y réfléchir. Je te recontacte. Je reviens Ça vers aurait pu toi. marcher attends-moi. avec n'importe quoi, Bill Clinton, Buffalo Bill, enfin, tout ce que tu voulais. Mais non, parce qu'on peut pas, c'est le même prénom. Tu peux pas faire ça. Tu me dégoûtes. La Voilà, La bile ne fait pas le moine. un très bon week-end à tous, puisque a priori vous écouterez Si vous êtes en week-end. ce C'est vrai, ça. podcast à un Le moment vendredi soir. antérieur à un week-end. Et voilà, on vous embrasse fort. On se retrouve très bientôt. Bisous les amis. Absolument. Gros bisous. Et donc, ma contrepétrie, elle a eu que 1 like sur Twitter. Je suis dégoûté. Quoi donc? J'ai fait une superbe contrepétrie sur Twitter qui n'a eu qu'un C'était seul quoi like. C'était à propos de Cinécure. C'était pour dire que Charles Eddy nous avait mis le flux en cœur. Quelque chose comme ça. Oh non, c'était que là.